Voilà, bonsoir donc, et puis bienvenue pour cette nouvelle rencontre de l'Université populaire, qui, comme bien sûr vous le voyez, a lieu cette fois-ci dans la maison du théâtre. Bien, j'en profite d'ailleurs pour remercier le directeur ici présent de collaborer comme cela avec l'Université populaire. Alors, si ça a lieu ici, c'est que c'est dans le cadre d'un partenariat et ce que vous allez écouter ce soir est lié donc avec deux spectacles. Tu peux parler un petit peu plus fort? Un micro parce que on t'entend pas. Je croyais par là. Ça va mieux que ça? Voilà. Donc, cette soirée, cette rencontre de ce soir est liée avec, d'une part, deux spectacles qui seront donnés dans cette salle. À vrai dire, il y aura une conférence, si je ne me trompe pas, et suivi, effectivement, d'un spectacle. C'est le 2 et 3 avril. Bien. Alors, également, elle sera suivie avant par un autre spectacle, cette fois-ci présenté par l'Université populaire, dans cette salle également. Il s'agit donc d'un documentaire, bien, qui relate l'histoire d'un groupe de hip-hop, mais en Tunisie en 2011, avec la documentariste qui est ici présente d'ailleurs, Blandine Delcroix, qui vous parlera peut-être tout à l'heure dans la discussion, peut-être, puisqu'il sera question de hip-hop et de résistance. Je crois que là, il y aura peut-être des choses à dire. De toute façon, je vous invite déjà à venir, c'est le 29 mars, ici même. Voilà. Alors, ce soir, nous avons donc le plaisir de recevoir Hugues Bazin. Hugues Bazin, alors vous êtes, là je ne peux pas me tromper, je vais lire, vous êtes chercheur indépendant, bien. Vous êtes également fondateur du laboratoire Innovation sociale pour la recherche-action, vous parlerez sans doute de ce que c'est que les recherches-action, et vous êtes chercheur associé à la Maison des sciences de l'homme de Paris. La Maison des sciences de l'homme de Paris est une structure qui vise à la promotion et la diffusion de la recherche en sciences humaines et sociales. Bon, j'ai aussi l'occasion, grâce à vous, de vous suivre sur un blog, que vous savez, où vous parlez beaucoup de toutes vos activités qui ont un très net rapport, un très grand rapport avec l'éducation populaire. Vous comprenez que vous invitez ici, c'était quand même, ça allait pour nous, ça allait pour nous de soi. À vrai dire, j'ai fait votre connaissance grâce à la lecture d'un livre que vous avez écrit, que j'ai ici, donc la culture hip-hop. Bon. Alors, dans ce livre, qui date un peu maintenant, puisqu'il a été écrit en 1995, enfin édité en 1995, vous prenez sur le vif, eh bien, un phénomène qui est tout à fait nouveau, un surgissement d'un phénomène nouveau, qui regroupe trois dimensions. D'une part, effectivement, une dimension picturale, ce qu'on appelle le graphe, bien. Bon. Ensuite, une dimension qui est plutôt une dimension chorégraphique, je vais chorégraphique, mais du corps, on parlait du corporel, qui est bien sûr le hip-hop, la danse que vous connaissez, bien. Et ensuite, une dimension également donc de la chanson, puisqu'il s'agit du rap. Donc, ces trois dimensions. Alors, quand vous dites d'ailleurs que de la danse, je parle à ce moment-là de la dimension corporelle, je crois que tout dans le hip-hop, dans ce mouvement, ces trois mouvements, est corporel. Dans le tag d'ailleurs, que le rap et que bien sûr le hip-hop. Alors, vous montrez sur vous, et d'une façon qui m'a semblé extrêmement convaincante. J'avoue que j'étais très séduit par votre livre. L'unité de ces trois dimensions qui se fondent dans un même mouvement qui est à la fois culturel, politique et intellectuel. Vous parlez même à un moment d'une dimension philosophique. Et vous montrez que ce mouvement est de fait irréductible à un phénomène de mode. Parce qu'on avait voulu à l'époque, alors maintenant évidemment ça semble plus évident, nous sommes en 2024, mais quand vous l'écrivez c'était en 1995, on pouvait croire que c'était un mouvement de mode. Je vous dis déjà que ce n'est pas un mouvement de mode. Et on peut dire qu'une chose, c'est que vous avez tout à fait eu raison. Ce n'est pas un phénomène de mode. Bien. Alors, c'est pourquoi on peut parler, comme vous dites, culture, une véritable culture hip-hop. Mais surtout, et c'est ce point qui m'a aussi beaucoup intéressé, vous contestez, à l'époque, les interprétations qui ont tenté de réduire cette culture à un lieu ou à un territoire.
qui peut être par exemple le quartier, surtout le quartier défavorisé, c'est un phénomène de quartier défavorisé, la banlieue, c'était un phénomène de banlieue, le ghetto, on parlait beaucoup de ghetto, surtout aux États-Unis, le ghetto, bien sûr, tous ces termes qui servent en fait à désigner des lieux de relégation et des lieux marginaux. Bien. Ou encore, vous refusez aussi les interprétations qui ont eu tendance à indexer ce mouvement culturel sur des groupes ethniques, les blacks, les beurs, bon, etc. Bien. Vous insistez, au contraire, sur le fait que si ce mouvement culturel a bien un ancrage dans la rue, c'est bien effectivement la rue, eh bien, qui est effectivement le lieu où se développent ces activités. La rue qu'elle investit, mais souvent d'ailleurs qu'elle détourne, le tag détourne le mur, détourne le mur, eh bien, celle-ci, comme vous le dites, est un espace qui est un espace ouvert, qui est non réductible à un endroit, et elle est multi-ethnique. Bon, c'est cette ouverture qui donne à la culture hip-hop, eh bien, cette dimension universelle, comme je dis, déterritorialisée. C'est une culture, comme vous insistez là-dessus, qui est porteuse de valeurs. Ces valeurs, vous en parlez beaucoup, vous en parlerez sans doute ensuite, bien. Alors, et dans vos recherches subséquentes, puisque j'ai eu l'occasion de lire votre blog, vous avez approfondi cette notion d'espace urbain, ouvert, en théorisant la notion de tiers-lieu. Vous avez ce terme, je ne sais pas si c'est vous qui l'avez inventé, ce lieu urbain, non institutionnalisé, où peut émerger une culture populaire, une contre-culture, et qui peut être l'endroit propice pour une éducation populaire. Insister sur cette dimension, effectivement, d'éducation populaire, de lieu populaire, de culture populaire dans les tiers-lieux. Bien. Écoutez, M. Bazin, nous allons avoir maintenant le plaisir de vous écouter. Et ensuite, je rappelle bien sûr le principe, c'est qu'après l'intervention de M. Bazin, vous aurez la parole pour poser toutes les questions. Je sais qu'il y a déjà des questions, on a déjà posé quelques questions tout à l'heure, mais vous avez l'occasion de les poser à M. Bazin. Voilà, je vous donne la parole. Merci beaucoup pour l'invitation de ce soir. Un plaisir d'échanger avec vous. C'est bien, en plus on est rythmé par la pluie. J'ai un rythme naturel. Bon, je ferai des petites, mais c'est pas des précisions, effectivement. Enfin, je parle plutôt de tiers-espace que de tiers-lieu, ce qui est une différence importante, mais on reviendra peut-être. Et donc là, ce que je vous propose ce soir, c'est d'aborder ce que vous avez présenté, notamment ce mouvement culturel hip-hop, et ce qui m'avait intéressé tout particulièrement autour de ce que j'appelle le corps politique. Voilà. Alors pourquoi aborder ça sur le corps politique? Tout simplement parce qu'il y a une politique du corps. Voilà. Et je vous renvoie, on en reviendra peut-être sur ce que Foucault appelait le biopouvoir, ou la gouvernance du corps. Ma position, c'est de dire qu'effectivement, le corps devient politique quand sa simple apparition dans l'espace public renvoie à une question publique, pose question, soulève des questions. Voilà. Et en rendant effectivement ce corps public dans l'espace public, il renvoie aussi à des conditions, politiques. Et donc pourquoi s'intéresser à la danse hip-hop? Justement parce que la danse met en visibilité un état de mouvement, je reviendrai sur cette notion d'état du mouvement, ce mouvement du corps, et que le hip-hop aussi met en scène une culture qui est issue quand même, alors effectivement, comme vous l'avez indiqué, je refuse l'assignation, tout en sachant effectivement le propre effectivement, de la culture hip-hop est d'être une forme populaire, donc plutôt issue des classes populaires, et que ce corps il est plutôt indocile, je reviendrai là-dessus, indiscipliné, et effectivement de toutes les couleurs, et notamment issu des émigrations. Et donc l'apparition de ce corps au début des années 80, mon bouquin est sorti en 95, mais mon travail a commencé 10 ans plus tôt, dans les années 80, et d'ailleurs il y avait très peu en France
dans le milieu, là je parle au niveau de l'écriture académique, c'est dans le milieu universitaire, il y avait quasiment, pendant 10 ans, aucun écrit dans les années 80 là-dessus. Il y a très peu de gens qui ont écrit. Il y a eu Georges Lapassade qui a écrit sur le rap, l'Université de Paris 8 qui était un foyer d'ailleurs intéressant à Saint-Denis. Cocoref sur le tag. Et après il y a eu aussi, comment il s'appelle, le premier article sur la danse, ça a été, ça y est, j'ai trop de mémoire, ça devait arriver, qui faisait une résidence ethnographique au 4000 à la Courneuve. Il est mort depuis, avec qui j'ai un très bon contact, d'accord. Et sinon, bon, il y a aussi, après dans les années 90, quelques bouquins sur le rap, entre autres de David Dufresne, qui était à l'époque journaliste à Libération, etc., qui fait Yo Révolution Rap, mais en fait, le bouquin que j'ai écrit, donc, que vous avez vu, là, qui était réédité, était le premier qui abordait le hip-hop comme culture, c'est-à-dire qui essayait de rassembler les différentes disciplines, et pas d'un point de vue universitaire, même si, moi aussi j'ai fréquenté le milieu universitaire, et entre autres l'école des hautes études en sciences sociales, en sociologie et en anthropologie, mais ce qui m'intéressait, c'est qu'est-ce qui se passe quand on met un récit sur un mouvement d'émergence culturelle. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'est pas d'étudier le hip-hop en tant que tel, mais comment le hip-hop s'approprie un langage pour se nommer lui-même. C'est pour ça que la démarche de recherche-action a animé effectivement tout mon travail depuis ce temps-là. Ce qui m'intéresse, c'est comment les acteurs sont validés dans leur capacité à produire un savoir, et comment ce savoir non seulement change leur pratique, mais aussi un levier de transformation sociale. Voilà, donc, et d'ailleurs, bon, vous indiquez les disciplines hip-hop. En fait, elles sont un peu plus nombreuses. Bon, effectivement, il y a les trois principales, le rap, la danse et le graffiti. Après, on peut décliner le DJing, le beatboxing, etc. Mais tout ce qui est le phénomène culturel de l'esthétique et entre autres de la mode. Et puis, parmi les disciplines, on l'oublie souvent parce que, bon, ces liens originels sont souvent oubliés, mais parmi un des maîtres fondateurs qui s'appelle Afrika Bambaataa, aux États-Unis, indiquait la connaissance aussi comme une discipline hip-hop, en disant la connaissance est le support de l'émancipation. Et donc moi, c'est ça qui m'intéressait dans mon travail avec les acteurs hip-hop. Et effectivement, le corps est à la fois le lieu d'incorporation, on va y revenir, de toutes les dominations, mais aussi le lieu d'émancipation, un levier d'émancipation, par notamment justement la culture. Ce qui me permet, c'était l'objet de mon bouquin donc, qui est sorti, de décrire ce mouvement à la fois comme un fait social total, qui a une cohérence, et à la fois une cohérence pour les acteurs qui le développent. Je vais parler aussi à un autre moment de centralité populaire, on pourra ici y revenir. Et en même temps aussi un art total, dans le sens où à la fois il est situé, c'est un art social. Par exemple, le hip-hop à son origine est né, on a du mal à imaginer aujourd'hui, parce que c'est une culture mondiale, mais dans les 7 km² du Bronx à New York. Voilà. Alors il n'est pas né n'importe comment, ça, on pourrait revenir sur les conditions d'émergence. Il y a eu un faisceau d'éléments qui ont fait que ça a émergé. Mais effectivement, c'est à la fois une culture située qui correspondait à un besoin, comme toute culture, à la fois de répondre à son environnement, de s'adapter, de le transformer, et à la fois, il y a une dimension universelle, comme d'ailleurs dans toute forme artistique. Hein, bon. Mais c'est le fait d'articuler à la fois cette dimension située et sociale et universelle qui est intéressante. C'est pour ça que je le nomme comme un art total qui est aussi, qu'on pourra aussi décrire de manière plus détaillée. Avant d'aborder peut-être cette émergence dans les débuts 80, je vais faire un saut dans le temps. Je parlais d'aujourd'hui, pas du hip-hop paradoxalement, mais pour introduire justement ce que je pense des enjeux d'un corps politique, par rapport à quelques faits qui sont d'actualité. Le dernier concernait, il y a encore quelques jours, la chanteuse Aya Nakamura, qui a été sollicitée présumée pour chanter une chanson à l'ouverture des Jeux Olympiques, donc qui vont se dérouler en juillet. Et ça a soulevé une polémique, alors sous des prétextes esthétiques, en disant c'est pas une vraie chanteuse, ou
elle chante pas bien le français, ou ses chansons n'ont pas de profondeur, enfin voilà. Alors que c'est une artiste, bon, évidemment francophone, donc d'origine malienne. Alors elle a effectivement 3 handicaps. C'est une femme noire et issue des quartiers populaires, ce qui est pour certains effectivement un problème visiblement. Et alors, ça décrit une évolution de la société parce qu'il y a, enfin, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'ouverture de bicentenaire de Révolution, c'était en 89. Là, il n'y avait pas de débat quand il y avait une chanteuse noire qui ouvrait. Voilà. Aujourd'hui, donc en 30 ans, ça décrit aussi l'évolution, une certaine évolution de la société française. Donc, non seulement, évidemment, cette chanteuse est la plus écoutée, enfin, elle fait 20 millions au niveau du stream, ce qui est énorme au niveau international. Mais ce qui est intéressant, effectivement, quand je disais l'apparition du corps dans l'espace public, c'est ça, c'est effectivement, ce corps-là gêne. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'elle est née, je crois, dans le 18e à Paris, et sa maman, qui est donc aussi d'origine malienne, est aussi griot. Et comme vous le savez, le griot, c'est comme on dit dans les sociétés dites traditionnelles, c'est celui qui apporte le récit. Alors déjà, c'est un petit pied de nez d'ailleurs à tous les présidents de la République, de Sarkozy jusqu'à Macron, qui sont allés en Afrique en disant il n'y a pas d'historicité de la culture africaine. Il n'y aurait que l'Occident qui construit l'histoire. Ben non, il y a effectivement un récit qui est multimillénaire. Mais aussi le griot avait une fonction aussi symbolique, c'est de travailler sur la complexité justement de la société. Il y avait cette tradition, d'ailleurs j'avais travaillé dans les années 90, c'était un autre de mes travaux, on pourra aussi y revenir, qui est des dispositifs d'artistes en résidence dans les quartiers populaires. Et j'ai un projet d'écrire un bouquin là-dessus, mais qui traîne, avec une des personnes qui s'appelle Jacques Tartier, franco-brésilien, qui était des premiers en France à amener des artistes du Sud, d'Afrique, d'Amérique du Sud, de Cuba, etc. en France, mais pas n'importe où, dans les quartiers populaires. Et on redécouvrait dans ces quartiers populaires des traditions qu'on avait oubliées, qui est par exemple l'arbre à palabre. C'est-à-dire comment on règle autour... l'arbre peut être symbolique, ça peut être un repas de quartier, mais comment on règle effectivement non seulement les conflits, mais comment on fait société autour de la parole, quoi. Et donc on s'aperçoit que finalement, cette culture dite primaire, traditionnelle, etc., est beaucoup plus complexe et amène une pensée de la complexité. La pensée de la complexité, elle commence à partir du chiffre 3. C'est quand on sort de la logique binaire. Et c'est en cela, d'ailleurs, qu'il y a un renversement, parce que la culture, enfin, le pouvoir de la culture occidentale s'est construit sur le chiffre 2, c'est-à-dire avec l'arrivée de la logique technicienne et industrielle, quoi. La logique binaire. Et elle a pensé gouverner le monde avec ça. Elle l'a en partie fait, effectivement. Mais aujourd'hui, c'est intéressant qu'il y ait ce renversement. Et c'est pour ça que je travaille beaucoup sur la notion de tiers espace, on pourrait y revenir, depuis pas mal d'années. Justement, comment réintroduire cette complexité, ce lien avec le vivant aussi, voilà, qui lui n'est pas non plus dans une logique binaire et dans une logique technicienne. Donc tout ça pour vous dire, vous voyez, enfin, on pourrait, je vais vous citer aussi un autre exemple, qui est Assa Traoré, dont je suis l'élu depuis 8 ans, bon, qui est dans une ville qui s'appelle Beaumont-sur-Oise, qui est dans le Val d'Oise, et qui est d'ailleurs aussi, c'est un hasard d'ailleurs d'origine malienne, mais qui elle a une formation d'éducatrice spécialisée, et dont le frère a été tué il y a 8 ans par les gendarmes, étouffé. C'est des techniques là, de plaquage au sol, tristement célèbres, parce qu'en France on applique ces techniques qui n'ont jamais été d'ailleurs supprimées, qui coupent le souffle et qui tuent en fait, qui tuent la personne. Et ça fait 8 ans qu'elle est en lutte. Et j'ai assisté en 2000, c'était juste encore pendant la période Covid, en 2020, devant le tribunal de grande instance à Porte-Clichy, qui est d'ailleurs juste à côté de chez moi, à une manifestation, il y avait 20 000 personnes, 20 000 jeunes, c'était énorme. En pleine période Covid, en plus, où il était plus ou moins interdit de manifester. Et c'était cette jeunesse que j'avais, moi, rencontrée 40 ans plus tôt, justement, dans une sorte de résonance
dans les quartiers populaires l'émergence de la culture hip-hop. Et comme disait un philosophe très connu, Walter Benjamin, qui dit l'histoire est comme Janus, c'est-à-dire qu'elle a deux faces et qu'on retourne en arrière, on voit l'avenir. Voilà. Et donc effectivement, à la fois l'histoire ne se répète pas, et à la fois ce qui se passe aujourd'hui dans ce qu'on pourrait appeler par exemple l'antiracisme politique, c'est exactement. On renvoie à ce qui s'est passé en 83, la marche pour l'égalité, de ce qu'on appelait les beurs à l'époque. Voilà. Le problème, c'est qu'en 40 ans, il n'y a pas eu vraiment de réponse politique. Et donc, des mouvements qui après sont enfermés, à la fois dans une logique identitaire, des deux côtés d'ailleurs, à la fois communautariste et aussi un racisme culturel, le grand remplacement, etc. Enfin, voilà. Et Assa Traoré, je vais vous citer aussi un petit exemple, parce que donc, elle milite, elle a créé des comités de soutien, de justice, pas uniquement pour son frère, mais par rapport à tous les jeunes qui sont morts, comme vous le savez, depuis là aussi 40 ans, des émeutes, je veux dire, étayent les rapports avec les quartiers populaires, et c'est souvent lié à la mort d'un jeune suite à des conflits, des violences avec des violences policières. Et il se trouve qu'elle a été aussi l'égérie, parce qu'elle a fait aussi sa propre marque de mode, elle a été aussi l'égérie d'une marque comment dire, pas de prêt-à-porter, mais au contraire de luxe. Pardon ? Haute couture. De haute couture, oui, c'est Louboutin, enfin c'est plutôt des chaussures, je crois. Et qui, en fait, crée aussi une campagne en faveur, justement, c'était contre le racisme, et donc proposer à des gens issus de l'immigration de porter ces vêtements de marque, mais dont les fonds étaient ensuite reversés à des associations de soutien, etc. Donc elle s'est habillée une fois en photo en Louboutin, et donc on lui a reproché de porter des vêtements de marque. Ça aussi, c'est assez symptomatique. Alors pour le coup, c'était pas uniquement des gens de droite, c'était aussi des gens de gauche, militants, qui disaient, bon, comme si quelqu'un qui est issu des classes populaires n'avait pas le droit finalement de bien s'habiller. Enfin, bon, après on peut critiquer, oui, pourquoi les marques, enfin bon, etc. Je ne rentre pas dans ce débat-là. Mais là aussi, c'est une autre manière aussi dont on considère le corps dans l'espace public. Ce qui renvoie à une question plus... encore plus... qui me renvoie à une autre personne aussi qui est d'actualité, qui s'appelle Édouard Louis, qui a écrit plusieurs bouquins, qui est issu du Nord d'ailleurs. Ici. Et donc qui raconte alors qui a vu à la fois la discrimination, parce que bon, à la fois issu de milieux populaires et homosexuels, et qui a créé un bouquin... Pour en finir avec du bal-gueule. Oui, c'est surtout son bouquin qui a tué mon père, où il décrit comment en fait la distinction de classe se fait à travers le corps. Voilà. Et qu'il y a un corps abîmé, qui est celui du prolétaire, qui est souvent cassé. Voilà. C'est revenu pendant le débat des retraites. Ces gens-là n'arrivent même pas souvent à la retraite, etc. Puis il y a un corps préservé qui est celui du bourgeois, qui est beau, qui a en plus la possibilité d'accéder aux soins, à une nourriture équilibrée, etc. Enfin voilà. Et comme si effectivement le corps prolétaire issu des classes populaires n'était acceptable que abîmé finalement, ou invisible, ou réifié. C'est aussi le corps qui est mis dans les images de mode, etc. Et c'est ça qui m'a intéressé, moi, dans la danse hip-hop et dans ce mouvement-là populaire, comment effectivement ce corps était montré autrement dans l'espace public et comment il posait effectivement autrement appelé à un autre imaginaire, quoi. Il disait, oui, donc l'état du corps est dû à sa place au monde, la société détruit le corps ouvrier, le corps dominé. On peut dire que la politique, c'est la distinction entre des corps protégés et des corps persécutés. Ce qui est assez intéressant, d'ailleurs, on parlait de la période Covid, c'est que tout d'un coup,
enfin, les seuls qui n'étaient pas en télétravail ou en chômage partiel, c'était justement le corps prolétaire. Tout d'un coup, on découvrait les gens qui se levaient à 4h ou 5h du matin, qui partaient de la banlieue, qui allaient notamment travailler à Paris, ceux qui allaient faire le ménage, ceux qui étaient dans les transports et la logistique, enfin ceux qui faisaient fonctionner la société. Ce corps-là, invisible, tout d'un coup était apparu. Il y a eu tout un discours d'ailleurs, si vous vous rappelez, sur les secondes cordées, enfin, voilà, qu'on a très vite d'ailleurs oublié, une fois la période Covid terminée. Et donc voilà, on pourrait citer d'autres exemples. Bon, il y a toute la surveillance qui a explosé avec la culture numérique. On va le voir d'ailleurs à travers les Jeux Olympiques, qui est là aussi la surveillance biométrique, où le corps, le mouvement est surveillé. Et donc il y a ce qu'on appelle des patterns, c'est-à-dire des modèles. Les patterns, c'est issu ce qu'on employait, il y a un bouquin qui a été très intéressant sur les drones, qui dit comment on crée un double numérique qui correspond pas à ce que vous êtes, mais à des catégories. Par exemple, le drone va repérer, là je parle par exemple sous prétexte, enfin, dans la logique de combat contre les mouvements terroristes, etc., va repérer dans un village, je ne sais pas, en Afghanistan, des comportements dits anormaux et vont de manière automatique cibler ce groupe-là. Bon, sauf que des fois ça fait problème. D'ailleurs, il y a eu un scandale, pas uniquement américain, mais aussi en France, où il y a eu un mariage au Mali qui a été cible de l'armée française, et ils ont tué tout le monde. Parce que dans les traditions, il y a aussi les tirs en l'air, etc. Donc c'était, dans le pattern numérique, c'était considéré comme une qualification de terroriste, et donc ils ont été tués, quoi. Et donc voilà, cette biosurveillance, c'est intéressant de voir comment elle va se développer, hein. Cette logique du drone, maintenant qui est autorisée, qui n'était plus autorisée, qui devient autorisée, pour les JO. Donc le mouvement est surveillé, c'est-à-dire ce qui n'existait pas dans les années 80. Mais effectivement, le mouvement du corps est surveillé. J'ai fait un article aussi sur ce que j'ai appelé le mobilier urbain anti-pauvre, qui a le doux nom technique de design défensif. C'est la manière dont, là aussi, c'est toujours des arguments techniques, hein, vous remarquerez, pareil pour les drones, la surveillance, qui sont mis en avant, alors que c'est avant tout des conditions politiques, du contrôle du corps. Et donc mobilier urbain agressif, c'est-à-dire on met des pics pour éviter que les gens stationnent, s'assoient ou s'allongent. Il y a eu même d'ailleurs un arrêté municipal, heureusement, qui a été cassé à Angoulême, où non seulement il avait un design de ce type-là, mais où il interdisait à toutes les catégories de population de stationner. Alors c'est les mêmes, hein, c'est les jeunes, c'est les pauvres, c'est les sans domicile, c'est les émigrés, etc., qui sont évidemment la cible. Et on pourrait citer d'autres exemples comme ça. Bon, tout ce qu'il y a effectivement là, d'ailleurs suite notamment aux émeutes de l'été dernier, suite à la mort des jeunes Naël. Et là je vais intervenir sur une notion que j'appelle le proto-mouvement. L'émeute, en fait, c'est un premier langage corporel, c'est-à-dire ce qu'exprime le corps comprimé avant même que se construise une pensée politique, quoi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que la réponse politique à ce corps politique, mais on lui a dénué, évidemment, sa forme politique. On a dit, c'est des jeunes, soit qui étaient mal encadrés par les parents, donc c'est la faute des parents, soit parce qu'ils regardaient des jeux vidéo violents. Donc c'était prouvé X fois qu'il y a probablement un lien de corrélation entre les jeux vidéo et la violence réelle, quoi. Là je reprends les termes, hein, du président de la République, c'est son analyse sociologique, ce qui a permis de légitimer, de renforcer un double dispositif, vous l'avez remarqué, donc qui est à la fois la position qui va être d'un habit, notamment à l'école, un uniforme, qui n'a jamais existé en France, donc il y a une autre forme de contrôle du corps, hein, puisque l'habit c'est une seconde peau posée contre le corps, et puis évidemment le service national universel, qui est encadré par des militaires. On n'est plus du tout dans l'éducation populaire, hein, et qui est aussi une autre forme de contrôle des corps. Le corps doit être docile, et notamment de la classe dangereuse, quoi. Et quand je me suis intéressé, donc
je vous cite ces faits d'actualité pour vous dire que c'est ça, moi, qui m'avait déjà marqué 40 ans plus tôt, quand j'ai assisté justement à cette émergence de cette seconde génération issue de l'immigration. Donc, pourquoi seconde? Parce que, issue du regroupement familial des années 70, des parents qui travaillaient dans les grands bassins d'emploi, les bassins industriels, et donc les enfants naissent et arrivent à l'adolescence au début des années 80. Et c'est une découverte, effectivement, que ces immigrés ne sont pas simplement des travailleurs, c'est pas simplement, en l'occurrence pas de la chair à canon, mais de la chair, effectivement, à l'exploitation économique, mais qui vivent en France, et que ces enfants ont des aspirations. Ils ont des aspirations culturelles, et ils ont des aspirations évidemment économiques, et de développement social. Et ils se heurtent, au début des années 80, au chômage de masse, hein, c'est le début, enfin la fin justement du capitalisme industriel, l'écroulement des bassins d'emploi, et le début du capitalisme mondialisé financier, auquel d'ailleurs a participé l'arrivée de la gauche au début des années 80. La déportation, justement, enfin la prise de conscience aussi d'une forme de stigmatisation et de ségrégation, puisque quand c'est jeune, et pourquoi le hip-hop d'ailleurs s'est développé au départ dans la rue, c'est tout simplement parce qu'ils n'avaient pas accès aux boîtes de nuit et aux lieux classiques de danse, etc. Mais aussi par rapport à l'emploi, au logement, donc discrimination raciale. Et puis aussi l'affirmation justement d'une citoyenneté. Il questionnait justement cette notion de citoyenneté formelle issue de la Révolution française. On ne reconnaît qu'une seule communauté, la communauté nationale, et puis des citoyens individuels en égalité des droits, mais eux, ils ne vivaient pas cette égalité des droits. Donc il y avait cette coupure entre l'affichage républicain, discours qu'on entend toujours d'ailleurs aujourd'hui, et puis effectivement les inégalités sociales. Et c'est de là qu'est né effectivement le mouvement de la marche pour l'égalité en 83, et en même temps la naissance du passage d'un racisme biologique au racisme culturel. Où le Front National développe cette notion d'insécurité culturelle qui deviendra ensuite par l'idée de grand remplacement, etc. Et donc ce mouvement hip-hop, les conditions justement d'émergence, je disais, il y a effectivement un proto-mouvement, c'est-à-dire une forme qui n'est pas obligatoirement pensée intellectuellement, mais qui met en mouvement le corps. La marche, on pourrait dire, c'est aussi une forme de proto-mouvement, mais aussi 3 dimensions qu'on retrouve dans la danse hip-hop et qui sont des dimensions fondamentales, que j'appelle la terre-mère, le cercle et le jeu d'appel-réponse, qu'on retrouve d'ailleurs comme élément de résistance fondamentale dès le début de la culture noire américaine, parce que, comme je l'ai dit et que vous l'avez dit, cette culture-là est née d'une autre forme de domination qui est pas celle de l'immigration, mais qui est celle de l'esclavage. La terre-mère, effectivement, c'est cette notion fondamentale, notamment pour des populations qui sont déportées. Donc l'esclave, c'est pas simplement un corps qui est considéré comme objet, l'esclave est considéré comme un mobilier, donc comme quelque chose qu'on peut acheter, vendre, déplacer. Donc on objective le corps pour lui enlever son humanité. Évidemment, on le christianisait pour le faire une coupure avec, on lui donnait un nom chrétien. Donc là aussi, c'est une manière de nommer, d'être nommé par le dominant. Ça, c'est une fonction aussi fondamentale qu'on va retrouver dans le hip-hop à la base, c'est cette capacité de reprendre, la capacité de se nommer soi-même, qu'on retrouve dans le rap, mais dans toutes les formes d'émergence populaire. Et donc la terre-mère, c'est une manière, et c'est pour ça que vous remarquerez que la danse hip-hop a un rapport spécifique au sol, qui est le contraire par exemple de la danse académique, comme la danse classique qui est plutôt une nivellation du sol. C'est plutôt une danse qui est pliée au sol, ou qui se fait carrément au sol, qu'elle soit debout ou au sol. Donc ce rapport à terre-mère est une manière de rappeler les principes fondamentaux, cette mémoire historique de ses origines, auxquelles on ne peut pas revenir, mais qu'on doit recréer. Et ça, c'est le poète qui dit ça, l'origine est toujours une création qu'on recrée devant, c'est pas quelque chose qui nous retourne vers le passé, qu'on a besoin de recréer devant, de reconstruire,
pour développer sa propre culture. La dimension de l'appel-réponse, c'est ce jeu du langage, c'est-à-dire qu'effectivement, la parole n'est pas seule, mais se construit dans... c'était le rôle, effectivement, du MC dans la culture hip-hop, du maître de cérémonie, c'est-à-dire d'haranguer la foule, et la foule, comme c'est pareil dans les work songs esclavagistes, voilà. C'est à la fois une chanson pour se donner du courage au travail, mais aussi pour dire on n'est pas seul, on forme un groupe, qui a donné aussi le gospel, parce que le seul moment en fait, de liberté où ils pouvaient chanter, c'était à l'église le dimanche. Voilà. Et donc, comme ils ont été chrétianisés, ils ont utilisé la religion chrétienne, effectivement, là aussi, pour développer ce jeu d'appel-réponse. Et la dimension du cercle, c'est la dimension aussi de transmission fondamentale. Qu'est-ce que c'est le cercle? C'est-à-dire que se retrouver, il y a une équidistance des gens autour du cercle. Il y a un centre, mais il n'y a personne au centre. Chacun, effectivement, est équidistant. Donc, même s'il y a des gens qui maîtrisent et d'autres moins, il y a une sorte de passage du maître artiste qui se fait de manière, j'ai envie de dire, égalitaire dans sa relation au cercle. C'est ça que j'appelle un peu le proto-mouvement, c'est-à-dire ces figures fondamentales qui remontent finalement au fin fond de l'humanité, et qui est profondément une culture de résistance. C'est-à-dire les esclaves, non seulement dansaient à la veillée le soir, donc je parlais de l'église le dimanche, mais aussi le soir, utilisaient un langage codé et des mouvements codés qu'ils empruntaient à la fois au maître, parce que le maître était lui-même issu de l'immigration européenne, dans les champs de coton, donc les danses européennes, les danses africaines, et faisait sa propre bricolage, mais aussi codifiait ce langage pour se moquer du maître en présence du maître. Donc c'était, dès le départ, une forme de résistance. Et le corps était aussi une sorte d'aiguillon, puisque quand l'esclavage a été supprimé, non pas d'ailleurs pour des raisons humanitaires, tout simplement parce qu'une autre exploitation était plus rentable, qui était l'exploitation industrielle, c'est-à-dire qu'il était plus facile, au lieu d'importer la main-d'œuvre qui mourait dans les champs de coton, de faire reproduire la main-d'œuvre, donc lui donner des conditions, d'ailleurs tout le mouvement hygiéniste, qui est aussi un mouvement de contrôle du corps, qui était, il faut assurer un minimum de santé pour les travailleurs pour qu'ils puissent se reproduire et reproduire la main-d'œuvre. Et à l'occurrence, aussi servir de char à canon pour les guerres qu'on faisait. Et donc quand les descendants d'esclaves sont venus travailler dans les industries du Nord, ont quitté les champs du Sud pour aller dans le Nord, dans les pôles industriels, en même temps, se confrontaient à une autre effectivement, domination qui n'était plus l'esclavage, mais la ségrégation raciale. Bon, vous connaissez tous les mouvements pour du Black Power, pour la reconnaissance des droits civiques des Noirs, etc., puisque les Noirs n'avaient pas le droit de s'asseoir au même endroit que les Blancs, d'aller dans les restaurants des Blancs, etc. Et donc le corps, là aussi, a servi de performateur, de perforateur, par exemple, dans les pièces de théâtre, dans les cinémas naissants des années 50, les Noirs n'avaient pas de place. Il y avait ce qu'on appelait les blackface, c'est-à-dire les Blancs se grimaient en noir, pour souvent singer le noir. Et la danse a été le premier moyen pour les Noirs de rentrer dans le cinéma américain. Et les Nicholas Brothers, par exemple, qui est aussi présenté comme qui faisait des claquettes, la tap dance, est aussi une des origines de la danse hip-hop. Donc vous voyez, ces formes-là de résistance, de ce proto-mouvement, a permis à tel les fondateurs de la culture hip-hop. Pareil, dans les ghettos noirs américains, la ritualisation des conflits, donc qui opposaient deux groupes, la danse a permis de faire de ce conflit un rituel, et donc de désamorcer aussi l'aspect destructeur de la violence pour la codifier autrement. C'est tout ce qu'on appelle le up rock, enfin bon, toute la danse debout qui confronte deux groupes face à face, et qui a été après l'origine des battles de danse hip-hop. Donc vous voyez comment le proto-mouvement a permis effectivement non seulement de faire en sorte que le corps ne résiste, ne se détruise pas, ou s'autodétruise pas, puisque aussi une des raisons de la culture hip-hop dans les ghettos américains, c'est aussi de faire face au conflit justement entre les groupes ethniques, par rapport au marché de la drogue, etc.
donc de créer effectivement des groupes, des communautés, mais à partir de l'émergence culturelle, à partir de ce travail-là, du corps, évidemment, de tout ce qui va arriver autour, de la musique, notamment de Jamaïque, avec l'art des discos mobiles, hein, en fait de faire des fêtes de quartier sauvages, et du scratch, de manier les platines, du breakbeat, enfin tout le nouveau son qui va devenir une sono mondiale, vient effectivement en même temps s'agglomérer et sur lequel les danseurs vont s'exprimer. Et donc vous voyez qu'il y a un passage une articulation entre ce proto-mouvement, qui est à la fois une forme de résistance, à ce que j'appellerais un méta-mouvement, c'est-à-dire tout d'un coup, comme dirait, enfin pour reprendre aussi un terme issu de la philosophie marxiste, la praxis. La praxis, c'est une conscience qu'à travers sa pratique, on devient un acteur historique, on est capable de changer le cours des choses. C'est toute l'origine du mouvement ouvrier, hein. C'est-à-dire de dire on n'est pas uniquement dans une relation de dominé au travail, on peut être aussi un acteur historique et changer le rapport au travail. Et donc, le mouvement hip-hop est né aussi de cette agglomération-là, à la fois, comme je disais, de ce proto-mouvement, donc de cette mémoire traditionnelle et historique, mais aussi des nouvelles innovations, je parlais du DJing, etc., donc de la créativité culturelle, évidemment du contexte social, des conditions de vie, puisqu'une des premières fonctions de la culture, c'est de pouvoir non seulement résister, mais aussi transformer son environnement, de ne pas le subir. Et cette conscience, alors qui prend pour le mouvement ouvrier une conscience de classe, qui prend pour les Noirs américains une conscience, pas uniquement Noirs américains issus de l'esclavage, mais aussi après vont s'ajouter d'autres immigrations, etc. Une conscience collective socio-ethnique, mais qui dépasse l'ethnicité, à travers donc cette conscience qui a codifié aussi Afrika Bambaataa, dont je parlais, à travers aussi des imaginaires, comme c'est pour ça qu'il s'appelait la nation Zoulou. Quelle est cette nation, cette communauté? En fait, c'est pas un véritable pays. Il ne faut pas une ségrégation à l'inverse, c'est-à-dire que les opprimés et les dominés vivent ensemble à l'écart du monde. C'est une nation symbolique, pour dire, qui est représentative d'une communauté nationale. Et pourquoi Zoulou? Parce qu'effectivement, il s'est inspiré des films qui ont décrit les résistances des peuplades, des ethnies zoulous en Afrique du Sud contre la colonisation anglaise. Donc là, il a repris cette symbolique-là. Bon, c'était pareil de la Nation of Islam, hein, voilà, bon, c'est pas résumé et enfermé uniquement dans la religion musulmane, mais aussi de dire effectivement de créer un lien communautaire qui dépasse justement les appartenances ethniques, territoriales, etc., quoi. Et c'est en cela effectivement que cette alliance entre ce proto-mouvement résistance et ce méta-mouvement, cette conscience d'appartenir à une forme qui peut aussi transformer la société, qui a fait que le hip-hop s'est développé dans le monde entier. Et que donc on peut danser au Japon, en Russie, je ne sais plus si on peut le faire aujourd'hui, mais en tout cas on le faisait à une époque. Et dans tous les pays du monde, quoi, voilà. Et évidemment en France, qui évidemment se sont appropriés les premiers, effectivement, cette forme-là, c'est cette génération dont je parlais tout à l'heure, colorée, que la France ne connaissait pas, que la France découvre, que la France ne comprend pas, et qui essaye de créer sa propre grammaire culturelle, qui est fait, et là je reprends, et je vous invite, si vous connaissez ce très intéressant sociologue de la culture qui s'appelle Michel de Certeau, qui a beaucoup écrit sur les cultures populaires et les cultures du quotidien, qui revendique, j'écris un article là-dessus, cette notion de marronnage, de bricolage, d'inachèvement de la culture, qui est exactement l'opposé de la culture académique. Au contraire, que ça doit être maîtrisé, fini, etc. Pour y revenir, c'est un débat actuel autour du diplôme d'État de la danse hip-hop, si vous voulez, à la fin, mais qui est un débat très politique actuel. Voilà, bon. Et donc oui, ce bricolage, il le revendiquait, alors ce qui était évidemment aux yeux de l'institution au départ, c'est plutôt une hérésie, un ministère de la culture, c'est une culture de l'excellence, c'est celle de l'académie, mais qui est aussi une culture du marronnage, voilà, et qui rejoint, moi ce qui m'a beaucoup inspiré pour écrire ce premier bouquin sur la culture hip-hop, c'est les écrivains de l'antillanité, qu'on appelle la créolité, la créolisation,
qui est souvent d'ailleurs utilisé à contresens aujourd'hui. Quand on parle de créolisation, c'est pas le métissage, c'est pas simplement la société multiculturelle. La créolisation décrit justement ce tout le monde. Hein, je reprends les chamoiseaux, hein, qui reprend cette symbolique de la nation of Islam ou la nation Zoulou, etc. Et ce tout le monde, il est né dans un rapport de domination, et un rapport de domination totalitaire. Qu'est-ce que c'est que l'esclavage? C'est un rapport de domination totalitaire. Hein, je disais, le corps est réduit à l'état d'objet. Et malgré ce rapport de domination totalitaire, il y a bien une coexistence entre le blanc et le noir. Ils habitent le même lieu de plantation et vivent quelque part, pas évidemment les mêmes conditions de travail, mais vivent dans le même lieu. Et dans cette altérité irréductible, qui ne peut pas se mélanger, naît la nécessité justement de dépasser ce rapport-là, puisque ni d'ailleurs le maître ni l'esclave ne peuvent revenir en arrière. Donc il crée sur place une autre culture. Et cette culture créole, elle est née de ce rapport totalitaire en disant on ne peut pas se renfermer ou exister à travers une culture identitaire, c'est-à-dire qui appartient à un passé. Et le principe même de la créolisation, c'est justement la culture-relation. C'est l'identité-relation. C'est-à-dire que la culture, l'identité ne peut se construire dans une forme de relation, même si cette relation, au départ, elle est inaccessible, elle est totalitaire. C'est comme ça, effectivement, que les écrivains antillais ont défini la créolité, et aussi cette manière de concevoir une politique par aussi la dimension poétique, c'est-à-dire l'ouverture d'un nouvel imaginaire. Et ça aussi, c'était une fonction primordiale de la culture hip-hop, c'est que là où c'est fermé, créons un nouvel imaginaire. Cette nouvelle imaginaire, qui n'a toujours d'ailleurs pas trouvé 40 ans après sa traduction politique, mais déjà, dès les années 50, les écrivains d'antiquité la promouvaient, cette culture-là. Ils sont en avance d'un demi-siècle de ce qu'on pourrait aujourd'hui dire une culture mondiale, qui, j'espère, pourra peut-être venir un jour. Et en tout cas, pour moi, cette dimension-là de la créolité, de la littérature antillaise, a été pour moi une clé de lecture, de compréhension, et ce qui m'a permis d'échapper aux stéréotypes qu'on diffusait, d'ailleurs aussi dans les études sociologiques, hein, parce que les études sociologiques sont liées aussi à une forme académique et disciplinaire, ce qui n'est pas du tout le cas de la recherche-action, et qui va utiliser le hip-hop uniquement, soit par des questions justement d'appartenance, une culture racine, pas une culture rhizome, c'est-à-dire le fait simplement de renvoyer à l'origine, immigrer, soit effectivement au territoire, soit uniquement à la jeunesse. Voilà, donc c'est-à-dire à des catégories sociales construites, alors que justement le paradigme, c'est-à-dire le modèle sociétal que présentait le hip-hop était de tout autre. Et on n'a pas compris. Et les incompréhensions, et je citais des exemples tout de suite d'actualité, car on le prouve qu'on n'a toujours pas compris de quoi est porteur politiquement ce corps dans l'espace public. Je ne vais pas non plus être trop long, mais je vais donc dire que entre ce proto-mouvement, d'accord, et ce méta-mouvement, il y a une dimension qui est cruciale, que moi j'appelle l'état du mouvement. L'état du mouvement, c'est ce qui permet de relier justement cette condition de résistance à travers le corps et cette dimension de mouvement culturel. Voilà. C'est ce qui permet justement, c'est là où le corps intervient dans l'espace public et fait l'objet d'une réception publique. Et j'avais... pour moi, j'avais décrit plusieurs éléments que j'avais découverts dans la culture hip-hop d'état du mouvement. Le premier, évidemment, scène publique de l'état du mouvement, c'est la rue. La rue, l'intérêt de l'espace public, c'est... Enfin, ce qu'on ne sait pas, parce qu'on croit que tout est codifié. Non. Le propre, justement, de l'espace public, c'est un endroit dont la codification se construit en situation. Voilà. Même si, normalement, par exemple, il n'y a pas de loi qui empêche quelqu'un de faire une production artistique dans l'espace public. Même si, là je travaille avec des danseurs de rue, ils se font continuellement harceler par la police, on leur prend leur magnéto, etc. Mais c'est d'une certaine manière illégal. La seule légalité, c'est de dire s'ils gênent,
le prétexte, c'est qu'ils apportent une nuisance dans l'espace public, donc ça justifie l'intervention. Mais l'espace public en lui-même n'est pas codifié à l'avance. Donc ça, c'était intéressant. Et pourquoi, effectivement, les acteurs hip-hop sont appropriés cet espace public, c'est parce qu'ils pouvaient construire leur propre code en dehors, justement, de la forme institutionnelle, académique. Donc c'est un premier état du mouvement, de visibilité du mouvement. Je vous renvoie à plusieurs films de cinéastes. Pardon? Pas? Ah oui, au niveau américain, oui. Alors là, ça fait appel à un autre mouvement qui est la Black Exploitation, c'est-à-dire effectivement, ce qui n'existe pas vraiment en France, mais un mouvement qui est plus ancien d'ailleurs que Spike Lee, mais où les Noirs, je disais la ségrégation là, dans le cinéma, à un moment donné, la communauté noire a décidé de dire on crée notre propre production cinématographique. Il y a une dimension aussi économique qui est plus forte communautaire aux États-Unis qu'en France. L'économie étant aussi une forme de créer sa propre indépendance et donc de créer effectivement son propre cinéma. Mais là, je parlais de documentaristes français et j'ai encore des trous de mémoire. Pardon? Non, pas Tavernier, non. Il y a un documentariste. Alors, il y a d'ailleurs à noter, il y a quasiment quasiment pas de films en France. Non seulement sur le hip-hop. Je fais il y a des reportages, il y a des captations vidéo, mais ça, je parle vraiment de films documentaires ou de fiction, et plus généralement sur les cultures populaires. C'est vraiment un vide qui est assez symptomatique dans ce pays-là, et qui démontre encore une fois la difficulté de capter ces formes d'émergence culturelle, donc est liée aussi, on ne va pas se le cacher, à une forme très aussi néocoloniale de traiter effectivement ces formes culturelles, paternalistes, néocoloniales, qui est liée à l'absence de ce travail de mémoire aussi sur ce passé-là colonial, qu'ont fait par contre les Américains ou d'autres sociétés, quoi. Et donc il y a très peu, il y a un des rares films de fiction qui date des années 80, début des années 90, c'est dans une série policière qui s'appelle Le Lyonnais, qui donnait, vous savez, c'est des séries qui donnent à chaque épisode une carte blanche à un réalisateur. Là, c'est Cyril Collard, qui est mort depuis du sida, qui avait écrit aussi... et Cyril Collard a fait un film qui s'appelle Taggers, T-A-2-G-E-R-S. Vous devez pouvoir le récupérer, je pense, sur YouTube. Je vous invite à... J'en ai en tout cas une copie. C'est un des seuls films qui est sur cette génération hip-hop des années 80, à l'articulation des années 80. On voit Joe Star, on voit les adolescents. Toute cette jeunesse qui se réclame de la nation Zoulou, adolescente. On voit aussi Tar, carte de séjour. Achita, qui est mort là aussi, et qui a été aussi symptomatique de cette culture transdisciplinaire, parce qu'à la fois ils étaient rail, rock, punk, enfin bon, et qui était aussi dans ce film. C'est un des rares films qui a réussi à capter, parce que je pense que le réalisateur avait cette sensibilité-là. Ce milieu populaire, mais pas de manière misérabiliste, comme on le fait dans le cinéma habituellement, qui est quand même en France, c'est quand même plutôt un cinéma bourgeois, intimiste, etc. Et quand on traite des banlieues, c'est catastrophique, quoi. Et donc, c'est un des rares films, voilà. Mais sinon, il y a très peu de films en France. Bon, il y a quelques films, mais très peu, comme Théo Harem d'Archimède, quelques films qui datent de... Il y a eu un film très récent, c'est en 2019, de Ladislas Chola, ce metteur en scène français qui a réalisé Les Dance, qui raconte l'histoire de ce jeune garçon qui arrive à Paris et qui s'inscrit au conservatoire de danse et qui en fait va un peu imposer, c'est très romancé, mais en fait de pratiquer le hip-hop dans son cours de danse. Ouais. Alors il y a toute une histoire d'amour avec une danseuse de classique, il est intéressant. Bon, c'est pas des jeunes gens de banlieue qui sont concernés par ça, mais c'est intéressant. Et en plus il y a beaucoup vraiment de scènes filmées dans ce film sur le hip-hop, c'est très esthétique. Ouais, il y a quelques films, il y a aussi Le Défi, pas de chorégraphe dont je ne me rappelle plus le nom, qui s'inspire un peu que Saturday Night Fever, vous savez, bon, c'est toujours l'amour impossible, un peu Roméo et Juliette, entre le danseur issu de classe populaire et la fille issue de classe bourgeoise, et puis grâce à la danse, se rencontrent, etc. Mais, bon, c'est la vue, mais c'est le point de vue d'une chorégraphe issue du milieu contemporain sur le hip-hop. Mais, voilà, très...
beaucoup c'est une femme, maternaliste, mais bon voilà. Mais c'est un peu quand même, c'est une vision quand même d'en haut, voilà. Et bon, du coup, je retrouverai peut-être ce nom-là. Et que pensez-vous de la haine, par exemple, de Mathieu Kassovitz? Et il y a quand même pas mal de scènes qui sont... Il y a des scènes de graffiti, il y a des scènes de hip-hop. C'est vrai, la haine a aussi un des rares films. Alors moi, je l'ai un peu critiqué à l'époque, parce que j'ai trouvé un peu esthétisant sur la banlieue. Mais c'est vrai, il a été une référence pour une génération de filmer la banlieue en noir et blanc, avec ce parti pris, là aussi esthétique, mais qui est effectivement plutôt un conte sur la banlieue, mais qui est intéressant aussi, voilà. Mais c'est vrai que la plupart des films, soit c'est misérabilisme, ou alors c'est une thèse sur la banlieue, quoi. Mais voilà, bon, il y a Et d'un point de vue documentaire, il y a laisser kiffer les gens, les anges, faire kiffer les anges. Voilà, et le cinéaste s'appelle comment? Thorne. Voilà, Jean-Pierre Thorne. J'ai retrouvé son nom. Et on est par des marques de vélo aussi. Voilà. Alors c'est quelqu'un d'ailleurs, c'est intéressant parce que Jean-Pierre Thorne est la génération qui est, il est quand même assez âgé, qui lui a commencé ses films sur le milieu ouvrier, quoi. Et c'est pas d'ailleurs par hasard puisqu'il y a une déportation du monde ouvrier qui était justement le lieu d'une culture ouvrière vers les quartiers populaires lorsqu'il s'est passé dans les années 80 cette destruction du milieu ouvrier, des maisons du peuple qui étaient des lieux culturels aussi. Voilà. Et tout le mouvement fort de l'éducation populaire, qu'il a un peu oublié depuis d'ailleurs. Hein. Bon, et ensuite, effectivement, ça s'est déporté sur les banlieues, cette culture. Et il y avait une culture dans les années 70 forte de banlieues autonomes, qui a disparu aussi. Là aussi, par le contrôle du corps, par le contrôle aussi des associations, à travers la politique de la ville. Et aujourd'hui, c'est encore plus fort. Vous voyez, les associations doivent maintenant signer un pacte républicain. Vous savez que si, évidemment, ils sont en contre-pouvoir, on leur enlève leur subvention. Donc, une partie de ce qu'on appelle l'associationnisme, qui date du 19e siècle, c'est la capacité des populations de s'associer pour, effectivement, produire son savoir et son contre-pouvoir, est aujourd'hui complètement déstructuré. Tout ce qu'on appelle les corps intermédiaires, qui étaient aujourd'hui disruptés, hein, pour employer le mot à la mode. Et donc, c'est vrai que... Enfin, tout ça pour dire, voilà, qu'il y a très peu, effectivement, de visibilité dans le cinéma français, et en général. Donc, cet état de où est visible ce mouvement, quoi. Donc, effectivement, il y avait la rue, mais qui a un peu disparu. Pourquoi? Parce qu'effectivement, moi, je me rappelle, quand j'ai rencontré, j'allais aux Halles à Paris. Pourquoi les Halles? Parce que c'était le lieu de croisement de toutes les banlieues. Et le lieu central, voilà. Aujourd'hui, les Halles, c'est une immense machine à consommer, vous avez vu, il y a des tas de magasins. Enfin, et même s'il y a un lieu hip-hop aux Halles, mais qui est... Mais c'était d'ailleurs souvent sur les esplanades des zones marchandes, en absence de lieux culturels, que se retrouvaient les danseurs. C'est-à-dire, finalement, où se retrouvent les gens? Ça, c'est une question aussi importante. Le Trocadéro, par exemple, il y avait pas mal de ça. Le Trocadéro. Oui, Trocadéro. Oui, il y avait plusieurs populations, il y avait aussi les skateurs, les sports de glisse, etc. Et toute cette population-là a tendance à se faire éjecter de l'espace public. Hein. Aujourd'hui, c'est très difficile. Je disais c'est l'aparté, là, je travaille avec un chorégraphe qui s'appelle Mehdi Slimani, qui est à la fois chorégraphe, c'est-à-dire qui produit des spectacles sur les scènes de théâtre, mais aussi danseur de rue. Et cette catégorie de danseurs de rue, c'est qui ont gardé cette tradition-là, elle est très difficile aujourd'hui, quoi. Il est plus facile, il fait de nombreux voyages en Asie, c'est beaucoup plus facile de danser de la rue en Asie qu'à Paris, quoi. En plus, non seulement une ville musée, mais une ville où c'est très difficile aujourd'hui d'occuper l'espace public. Toute l'émergence de ce qu'on appelait les terrains vagues de la Chapelle, alors je parle de Paris, excusez-moi, parce que bon, mais c'était pareil aussi partout en France, c'est-à-dire et ce que j'appelle justement les tiers-espaces. Je reprends la notion de tiers-paysage de Gilles Clément, je ne sais pas si vous connaissez. Le tiers-paysage, c'est les zones de délaissement, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas sous l'emprise humaine technicienne. Cette technique productiviste, extractiviste, qui est aujourd'hui d'ailleurs un enjeu politique au niveau de l'écologie politique. Hein. Bon. Comment sortir de cette logique technicienne? Il y a des lieux qui échappent à ça. C'est justement les anciennes friches industrielles, c'est les terrains vagues. Et historiquement, ces lieux ont été des lieux de formation de la culture hip-hop. Puisqu'il n'y avait pas de lieu culturel, et non seulement parce qu'ils n'avaient pas envie d'y rentrer, mais aussi parce que, bon, il y a des sas, effectivement. Hein. Le théâtre, traditionnellement, comme la danse contemporaine,
n'est pas effectivement approprié par la même classe sociale, il y a des sas. Et donc, effectivement, les terrains vagues a été ce premier lieu aussi de visibilité, mais aussi de ce proto-mouvement, puisqu'il y avait la figure du cercle, de l'intermère, de l'appel-réponse, mais aussi des lieux de la visibilité. Le deuxième aussi forme de visibilité, alors le battle est une déclinaison de la rue, qui a pris après une forme académique. Le battle est donc la ritualisation de ce cercle, sous forme effectivement de combat, mais en plus, à profiter de l'instrumentalisation aussi du hip-hop, ça on pourra en parler, parce que toutes les municipalités voyaient intéressant évidemment d'inclure de canaliser cette jeunesse un peu trop turbulente, et donc de créer des battles un peu partout. Et aujourd'hui, je suis sûr ici, il y en a beaucoup aussi, des battles qui sont... donc c'est une déclinaison de cet espace public, mais qui est un peu maintenant codifié. Alors on pourra d'ailleurs revenir aussi de l'industrialisation du battle, puisque aujourd'hui, comme vous le savez, le battle est inclus dans les Jeux Olympiques. C'est un débat que j'ai eu avec pas mal de danseurs, chorégraphes. On pourra y revenir parce que, justement, enfin de passer de la danse au sport, parce que c'est ça, c'est d'autres critères. C'est d'autres critères la dimension artistique. De codification du corps. Et la dimension artistique, elle n'a plus la même place. C'est un Amiénois qui va représenter, qui est dans l'équipe française au JO sur la... mais quand on passe dans le sport, on n'est plus dans la création artistique, on est dans autre chose. Et oui, sur la performance, et après, sur la place, enfin, je vais essayer d'aller un peu plus vite parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais sur la place du hip-hop aujourd'hui, c'est quand même plus facile de prendre un cours de hip-hop qu'un cours de contemporain au XXIe siècle. Il y a quand même des lieux qui cadrent complètement. Le 104 à Paris, c'est quand même le lieu qui offre les conditions très institutionnalisantes d'aller danser, mais aussi de marier et de conjuguer les types de danse. Aujourd'hui, on va à l'opéra, et quand on va à l'opéra, la chorégraphie, elle peut être quand même orchestrée par Merzuki. Je suis en train de chercher, je n'arrive plus à retrouver, maman, si tu peux m'aider, à trouver la chorégraphe qui a travaillé sur les Indes galantes. Voilà, donc du coup, c'est compliqué parce que les halles, effectivement, c'était le lieu du hip-hop, mais pour ceux qui sont de ma génération, c'était aussi le lieu du punk. Donc ces lieux qui étaient des lieux de vie partagée, qui permettaient des rencontres entre des corps différents, des musiques différentes, des phrasés différents, il évolue. Et il me semble qu'aujourd'hui, l'espace aussi de rencontre du hip-hop, c'est le monde de la vidéo. Les hip-hoppers, ils créent un nombre de vidéos, c'est presque toutes les 2 semaines qu'ils produisent. Il y a tout cet espace qui est un espace différent de rencontre et de confrontation. Oui, tout à fait, d'ailleurs, vous devancez ce que je voulais dire. Effectivement, c'est dans ces 3 espaces, donc effectivement la rue avec la déclinaison qui est le battle, il y a ce que j'appelle l'atelier, qui n'est pas du tout le conservatoire. Et puis effectivement, il y a la scène, au sens classique du terme, c'est-à-dire... Et dans l'atelier, effectivement, d'ailleurs, dès le début, les acteurs hip-hop ont investi les structures de proximité pour enseigner, pour former aussi les jeunes, pour avoir des meilleures conditions, évidemment, de travail que dans la rue. Et sans bien, obligatoirement d'ailleurs créer, ça c'est intéressant, des lieux spécifiques. Ça, je pense par rapport à la génération, ça c'est aussi un enjeu, par rapport à la génération précédente, qui est la génération rock, et aussi la génération de la danse contemporaine, qui ont créé leur propre réseau de lieux. Par exemple, la génération rock a créé ce qu'on appelle les scènes des musiques actuelles. Parce qu'au départ, ils n'avaient pas de lieu. Ils étaient comme les hip-hoppers dans les années 70. Ils s'entraînaient dans les caves. Puis après, il y a MJC qui les a accueillis. Mais ils n'avaient pas de lieu dédié pour la scène rock. Bon, en plus, la France n'était pas une tradition rock, quoi, à la différence des Anglais, etc., quoi. Et donc, ils ont bataillé au niveau du ministère de la Culture. Moi, j'ai participé, donc je peux en parler, dans les années 90. Il y avait des réseaux d'acteurs de ces musiques actuelles qui étaient sans lieu. On faisait des réunions dans les sous-sols du ministère de la Culture. Voilà. Mais du coup, une fois qu'ils ont eu leur lieu, ils sont devenus des gestionnaires de lieux. Et ils n'ont pas accueilli la génération suivante, qui sont les rappeurs. Et les rappeurs ne sont pas reconnus dans ces lieux qui étaient pourtant issus au départ d'une culture alternative qui était le rock.
Donc là, et je pense que c'est une des raisons, je suppose, pourquoi finalement le hip-hop ne s'est jamais vraiment enfermé dans des lieux et n'a jamais négocié. Alors, le revers de la médaille, comme en France, on est dans une culture institutionnelle descendante académique, si vous n'avez pas de lieu, vous n'êtes pas reconnu. Voilà. C'est-à-dire, si vous voulez avoir une place sur la politique territoriale, sur la politique culturelle, il faut avoir un lieu. Ici, on est dans un théâtre, je suppose que vous êtes invité, en tout cas vous êtes consulté au niveau de la politique culturelle. C'est beaucoup plus difficile, même s'il y a eu tout le combat des arts de la rue, qui est aussi lié aussi dans la culture alternative des années 70. Mais très vite, effectivement, on risque de s'enfermer dans ce lieu, de devenir un gestionnaire de lieux, qui sont aussi des lieux de pouvoir. Et de fait, il y a aussi pareil pour la danse contemporaine d'ailleurs. Alors c'est vrai que la danse contemporaine a accueilli le hip-hop dans ces lieux, mais à quelles conditions? Voilà. Et souvent, ce n'est pas des conditions très égalitaires. Enfin, bon. C'est-à-dire qu'il y a cette énergie qui était très intéressante à prendre, mais toute cette relation que j'ai décrite tout à l'heure, c'est-à-dire entre le proto-mouvement et le méta-mouvement, disparaissait en même temps. C'est-à-dire toute la dimension finalement politique. J'en discutais donc avec ce chorégraphe Mehdi Slimani, qui est un des rares, pour moi, chorégraphes hip-hop. Là, je peux peut-être amener une polémique, mais c'est vrai qu'il y a cette dimension politique sur les scènes de théâtre, puisqu'il produit aussi des spectacles sur les scènes de danse, sur la mémoire de l'immigration. Il a fait un spectacle qui s'appelle Les Disparus, sur les morts de répression de 61 des Algériens pendant la fin de la guerre d'Algérie. Voilà, et il travaille aussi dans les lycées, avec les profs et les élèves, donc utilisant justement ce médium du corps, pour faire ce lien entre ce proto et ce méta-mouvement, pour se rapproprier ces mémoires collectives que ni les jeunes, ni même les profs enseignent. D'ailleurs, cette mémoire-là, vous n'avez même pas non plus enseigné à l'université. Et donc, effectivement, là, il y a une fonction de ce que j'ai appelé tout à l'heure au début, cet art total, c'est à la fois une fonction sociale et à la fois une fonction artistique de ce travail du chorégraphe, qui va disparaître bien souvent quand les acteurs hip-hop accèdent à la scène, sauf s'ils le font de manière plus ou moins autonome, mais c'est compliqué, et ça va être plutôt la forme esthétique du corps qui va être mise en avant, c'est-à-dire le mouvement pour le mouvement, effectivement. Donc il y a en tout cas une analyse très intéressante à faire entre ces trois dimensions de l'état du mouvement de visibilité, la rue, l'atelier et la scène. Un même mouvement, par exemple une coupole au sol, peut être répété différemment si elle se fait dans la rue, à l'atelier, dans la logique de transmission, et sur la scène. C'est donc cette réception esthétique, puisque pour qu'il y ait réception esthétique, il faut une matière. En l'occurrence, là, c'est le corps. Bon, on peut parler d'autres matières. Pour le graffeur, ça va être le mur ou d'autres matières. Il y a le travail sur la matière qui donne forme, celui de l'artiste. Et puis, il y a la réception, c'est-à-dire le rôle du public, qu'on oublie bien souvent, justement, dans l'analyse de la réception esthétique, qui est pourtant fondamentale. On pourrait faire le parallèle avec l'art graffiti. J'ai aussi écrit l'intérêt de l'art graffiti, c'est que, justement, l'expression et la relation esthétique se fait directement. Elle ne passe pas par le musée, elle n'est pas codifiée. Et donc, le mur, comme je disais, c'est une faille spatio-temporelle, c'est ce qui sépare et qui peut aussi dépasser et réunir sur un autre imaginaire. Et donc, l'expression de la rue, une manière effectivement d'avoir une relation esthétique directe qui devient codifiée dans l'atelier et qui est encore plus codifiée sur la scène. Et donc, ce que je trouvais intéressant là aussi comme art total, c'est que le hip-hop, dans ces disciplines, est une des rares formes artistiques et esthétiques capables de lier ces trois éléments, la rue, l'atelier et la scène. La plupart du temps, quand la forme devient académique, c'est tout le débat d'ailleurs autour du diplôme d'état de la danse hip-hop, c'est qu'elle perd ce lien. Voilà. Elle perd la dimension de la rue, mais elle perd aussi la dimension du cercle dans l'atelier. La forme académique, elle est plus dans une logique technicienne que dans une logique de praxis, c'est-à-dire une prise de conscience à travers le corps. Il faut bien faire le mouvement. Quand je travaillais sur des artistes, avec des artistes de rue qui venaient des pays du Sud, dans le cas des ateliers résidents des quartiers populaires, j'ai rencontré par exemple la fanfare de Cuba, qui avait vraiment des instruments pourris, qui ne sonnaient pas juste, mais ils disaient, mais la musique, justement, c'est pas de sonner juste, c'est le mouvement, même la musique qui est importante. Vous, dans le conservatoire, vous apprenez à bien jouer de la trompette, mais nous, on est une culture à corps vivant. Et tout le débat, effectivement, avec les danseurs actuels, c'est que la forme académique est une manière de reconnaître la culture, mais comme matière morte. Il y a, Michel de Certeau disait, la beauté du mort
quand on parlait de la manière dont l'institution s'intéressait aux cultures populaires. C'est-à-dire qu'on s'intéresse aux cultures populaires une fois qu'elles sont mortes, c'est-à-dire quand elles deviennent objet d'étude ou objet de transmission au sein du conservatoire. Ceux qui enseignent le jazz aujourd'hui, la danse jazz, n'a plus aucun lien avec la culture noire que je disais, de la ségrégation raciale des années 50 aux États-Unis, où est né le jazz dans les clubs, voilà, où plus ou moins tenu d'ailleurs par la mafia, qui était une culture, une économie parallèle, où les Noirs pouvaient se produire, etc. Je ne suis pas sûr que ceux qui enseignent le jazz enseignent ces cultures-là aujourd'hui, et ceux qui vont enseigner, déjà ça commence, hein, parce que il y a des tas de gens qui se prétendent formateurs hip-hop, mais qui ne sont pas du tout liés à cette culture-là, déjà, hein, bon, ça existe. Mais ça va d'autant plus se développer avec cette forme académique, puisqu'aujourd'hui, il y aura la sélection du diplôme, et qui va effectivement institutionnaliser, donc permettre à cette forme-là de se perpétuer, mais se perpétuer en l'absence de la forme culturelle. Donc c'est cette tension-là qu'on vit qui est intéressante. Et comment vous expliquez, vous analysez le déchirement à l'intérieur de la culture hip-hop autour de cette question? Parce que peut-être que voilà, tout le monde n'est pas au courant, mais à l'intérieur des danseurs hip-hop, même pionniers de la culture hip-hop, en fait, il y a un déchirement entre ceux qui veulent l'institutionnalisation du DO, pour une reconnaissance institutionnelle, etc., et ceux qui veulent continuer à faire fonctionner la culture en mouvement pour qu'elle ne soit pas bloquée dans certaines cases. Il y a un déchirement à l'intérieur de la culture, ça c'est questionné. Oui, mais il y a toujours eu continuellement des déchirements. Moi j'assiste aux débats hip-hop interminables depuis 30 ans. Hein. Et il y a aussi des déchirements entre les jeunes et les vieux, hein, entre la old school et la new school. Enfin bon, les jeunes par exemple vont dire c'est super d'aller aux Olympiques, les vieux disent attends, tu sais où tu mets les pieds? Enfin bon, tu te fais là complètement... Mais là, c'est des vieux qui, entre eux, si je puis me permettre, dans ce cas, pour prendre. Aussi, des vieux. Alors après, moi je n'ai pas suivi l'histoire de l'association, là, dont je ne me rappelle plus le nom. C'est bon, ON2H. Comment dire, le problème des politiques, c'était pareil pour les mouvements informels. On pense aux Gilets jaunes, qui on dirait que ça n'a rien à voir ici. C'est-à-dire que la forme politique cherche des représentants, dans une forme de représentativité, comme si le hip-hop pouvait se monter en syndicat. Comme si donc, ils vont utiliser le premier représentant qui se représente comme représentant. Évidemment, il ne représente pas l'ensemble du Sydney, la télé. Pardon? Sydney, HIP, à la télé. Oui. C'était l'introduction, le choix de la vulgarisation de la danse hip-hop. Tout à fait. Oui. D'ailleurs, faites bien de le rappeler, parce que c'est la première fois, d'ailleurs c'est la seule fois que ça s'est passé dans l'histoire de la télé en France, où cette culture était représentée par un acteur de cette culture. Et c'est ça qui a donné, d'ailleurs, qui a fait une explosion. Enfin, moi je me rappelle, j'étais jeune, mais toute cette jeunesse qui découvre dans un média, à l'époque il n'y avait que 3 télés en plus, hein, il n'y avait pas le numérique, etc. Donc il faut voir ce qui se passait dans les radios officielles, hein, TF1 qui étaient des radios d'État. On sortait à peine du gaullisme, où c'était que la parole du pouvoir dans la télé, quoi. Et tout d'un coup, ils voient débarquer à la télé l'image de leur génération. C'est un choc. C'est un choc et c'était une explosion. Bon, ça a duré très peu de temps, cette émission-là. Mais c'est vrai que, d'ailleurs, Sidney m'a dit lui-même, il ne se rendait pas compte en quoi il était... il crée effectivement cet espace-là. Bon, après, il y a eu Rapline sur M6, mais quasiment, regardez aujourd'hui, hein, il n'y a pas d'émissions live, de spectacles vivants, très peu, et encore moins autour de ces formes culturelles, quoi. Bon, d'une manière générale, ce corps-là n'est représenté nulle part, ni dans les grands médias, ni à l'Assemblée nationale, partout. Enfin, voilà. Et donc, c'est vrai que le pouvoir va chercher des représentants, parce qu'il ne sait pas en fait travailler avec ces cultures-là. Et donc, le premier représentant qui se présente, il va dire, bon, surtout s'il marche dans ce sens-là, évidemment, c'est une aubaine, quoi. Mais le hip-hop, je disais, il ne s'est pas construit autour des lieux, il ne s'est pas construit non plus de manière et du pop ou sportive autour de fédérations. Il y a eu des tentatives de fédération, du hip-hop, etc. Et du coup, il se fait, et c'est sa faiblesse aussi, sa force, c'est pas justement d'échapper, mais sa faiblesse, c'est que dès qu'il y a une... Pareil pour les Olympiques, bon, il y a eu un débat, mais ils sont complètement dépassés finalement, quoi. Il y en a qui sont appropriés ce débat, et qui va être destructeur, parce que le fameux ruissellement, il ne va pas exister, ça ne va pas redescendre, l'argent ne va pas redescendre dans les quartiers, etc., il ne faut pas rêver. L'économie des Olympiques ne va pas créer une économie
des quartiers. Et en plus, encore une fois, il y a une forme industrielle du corps, puisque c'est pas simplement du sport, c'est le sport de haut niveau. Le sport de haut niveau n'a rien à voir avec moi, j'ai jamais fait du sport, je fais toujours un peu de sport, je faisais de l'athlétisme quand j'étais jeune, mais en termes d'activité physique, le sport de haut niveau, c'est de pousser la machine. Autant le corps a besoin du mouvement, il ne peut pas, et on le voit, les gens qui ne bougent pas, là, si vous avez des problèmes de santé, autant le sport de niveau, c'est l'autre extrême, qui produit, en fait, qui tue en fait, le corps. Le sport de niveau tue au bout de 30-35 ans les sportifs. C'est un peu comme les gladiateurs des Jeux romains, sauf que là, ils ne s'entretuent pas entre eux, ils s'auto-détruisent. On a besoin de ce spectacle que met en scène les Jeux Olympiques, qui n'a rien à voir. Je disais là aux danseurs, si vous pensez que Pierre Coubertin était pour l'universaliste, il était colonialiste et misogyne, hein, je rappelle quand même. Bon, et que la place des femmes d'ailleurs dans les Jeux Olympiques, enfin, l'égalité est que très récente, très très récente, quoi. Et en général, mais bon. Et donc, toute cette idéologie qu'on met autour de ça est fausse, quoi. Et ça, ça devrait être le rôle des anciens du hip-hop de dire ça aux jeunes. Parce qu'évidemment, c'est une aventure formidable qu'on dit à quelqu'un qui a 15 ans ou 20 ans, tu peux aller aux Jeux Olympiques. C'est vrai qu'il ne rêve pas, quoi. Mais toutes les conséquences qu'il y a derrière, justement en termes de contrôle du corps, et ça donnait un argument justement au diplôme d'État en disant attention, il faut, parce qu'ils vont se blesser, ils vont ceci, ils vont cela, donc il faut on rentre dans la logique technicienne, la logique binaire, hein. Il faut encadrer ce corps, voilà. Alors que, évidemment, les acteurs hip-hop ont créé leur propre école, ils n'ont pas attendu qu'ils soient privés ou semi-publics dans les lieux d'éducation populaire, enfin, voilà. Donc il y a des tas de lieux de formation hip-hop, ils se débrouillaient très bien comme ça, quoi. Et ceux qui voulaient vraiment un diplôme, ils passaient par la danse jazz ou d'autres danses pour acquérir. Moi j'avais une commande d'un chorégraphe hip-hop très, très connu, bon, sur Lyon, et mais ça n'a pas abouti, justement, de dire, ça remonte à une dizaine d'années déjà, bon, ce débat sur transmission, il est très, 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 il date depuis longtemps. Et moi, j'essayais de dire, entre justement la forme, j'ai envie de dire, complètement décentralisée, et puis la forme centralisée du ministère de la Culture, où c'est validé par la DRAC, etc., est-ce qu'on peut trouver un milieu? Et moi, j'ai essayé de travailler sur le milieu, et là, je me suis inspiré de mon expérience, justement, des artistes du Sud, encore une fois, qui sont bien en avance, finalement, sur nous, réintroduisant cette dimension de la complexité dont je parlais, sur la notion d'école populaire. C'est le contraire, c'est à la fois une école, mais c'est le contraire de la forme académique. C'est-à-dire là où on est dans la logique technicienne, encore une fois, dans l'école populaire, on est dans le parcours expérientiel. Ce qui valide, c'est la capacité justement à travailler, à faire un travail réflexif sur son propre parcours. Là où on est dans une logique sectorielle dans l'académie, on est dans une logique transdisciplinaire dans l'école populaire. Les écoles populaires, et c'était le cas d'ailleurs de l'école de rue hip-hop au départ, ils touchaient à tout. N'oubliez d'ailleurs que des groupes de rap comme NTM, avant tout, au départ, c'était un groupe un crew, comme on disait, une équipe de danseurs et de taggers. Ils ont commencé par ça. Et tout le monde, à l'époque, touchait à tout. C'est la nationalisation d'un côté et la professionnalisation de l'autre qui a sectorisé ces formes disciplinaires, l'académie, et de l'autre côté, l'industrie culturelle qui, elle, a besoin de standardiser, elle a besoin de vendre. Et la complexité, elle ne veut pas. La vente, c'est la simplification. C'est le nivellement par le bas. Donc il faut normer le rap, il faut normer, mais pareil pour la danse, quelque part. Et donc cette école populaire, pour moi, était une réponse. Elle l'est toujours, d'ailleurs. Ce serait vraiment une expérimentation à développer, mais ça n'intéresse pas, évidemment, le ministère de la Culture, qui, elle, est dans ce champ académique, et ça n'intéresse pas, obligatoirement, l'industrie culturelle, qui, voilà. Parce qu'on est dans une forme de complexité, une autre forme de validation, et qui porte aussi une dimension politique, évidemment. C'est aussi une forme d'émancipation dans la culture. Hein. Et donc l'école populaire, c'est aussi un lieu où on apprend à s'émanciper, ce qui est quand même le rôle fondamental aussi de la culture. C'est pas simplement un outil de marchandisation et de consommation. Donc là, il y a des enjeux que moi j'avais essayé de poser, mais bon, il y a des intérêts tellement énormes, on le voit par rapport aux Jeux Olympiques, industriels, économiques, etc. en face. Et c'est vrai que c'est très compliqué pour les acteurs hip-hop de s'organiser par rapport à ça, parce qu'ils ne sont pas dans cette logique-là, d'organisation pyramidale,
institutionnels, etc., pour faire face. Donc il faudrait inventer là aussi d'autres mouvements, d'autres formes effectivement de résistance où ils puissent être validés dans cette forme-là, mais ça voudrait dire effectivement que l'institution est capable de faire un travail sur elle-même, que l'économie est capable de faire un travail sur lui-même. Ça veut dire que, grosso modo, qu'on sort du modèle industriel, capitaliste, extractiviste, qu'on sort de la forme institutionnelle. On en est très loin, mais les révolutions arrivent souvent qu'on ne les attend pas. Donc, et les révolutions sont toujours culturelles. On l'a vu, c'était le mouvement des Gilets jaunes qui ne sont pas très éloignés du hip-hop, mais qu'est-ce qu'ils ont fait en premier? Ils sont appropriés le rond-point. Ils ont mis leur corps dans un espace public qui est un espace du commun, qui était un lieu de croisement où se croisaient d'ailleurs différentes classes sociales, où sont les lieux interclassiques et interculturels en France où les gens peuvent vraiment se croiser, échanger. Pardon? Chercher la visibilité. Oui, oui. Et c'était aussi un lieu de pouvoir, parce que le rond-point, c'est le lieu du flux. Donc si vous arrêtez le rond-point, vous arrêtez l'économie. C'est dommage, d'ailleurs, ils n'ont pas été jusqu'au bout. Mais ils n'ont pas pu, parce qu'ils se sont fait réprimer. Mais tout le capitalisme de plateforme, parce qu'aujourd'hui en France c'est ça, c'est les grands pôles, Amazon, etc. Si vous l'arrêtez, vous arrêtez l'économie, tout simplement. Vous arrêtez le flux. On est dans une forme de flux, c'est-à-dire de flux tendu. Effectivement. Vous arrêtez, on l'a vu par rapport au Covid, il suffit d'un petit virus pour faire effondrer l'économie mondiale. Voilà. Donc là, il y a des enjeux pour ceux qui ont envie de faire la révolution à prendre. Je crois que le débat a déjà commencé. Selon les données qu'on vient de voir là, par rapport à l'évolution du on pourrait parler de l'acculturation. Oui, il y a une forme de... C'est une acculturation réciproque. C'est-à-dire qu'effectivement, le hip-hop évolue. On parlait de la culture numérique. C'est vrai que pour le bien et pour le mal d'ailleurs, parce que la culture numérique, c'est aussi une autre forme de capitalisme, qu'on appelle le capitalisme cognitif, c'est-à-dire la capacité de se faire de l'argent sur l'humain, pas uniquement sa force de travail. On le voit dans les réseaux sociaux, ce qu'on vend, c'est de l'émotion, c'est de la réaction, etc. Mais a permis aussi, le hip-hop a changé de visage, notamment aussi le rap, mais aussi la diffusion de la danse. Les premiers, au départ, dans les années 80, c'est difficilement imaginable pour les gens qui ne sont pas nés de cette époque-là. Effectivement, il n'y avait pas de numérique, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas de téléphone mobile. Et comment arriver à la culture finalement? Il fallait se déplacer. Alors il y a eu le voyage des Américains en France et des Français aux États-Unis et aussi en Angleterre, et les premiers festivals, etc. Et les premiers réseaux câblés. Là où s'est développé aussi de ce qu'on appelait les villes nouvelles. Donc, et par le film, on parlait de la Black Exploitation, etc. Donc les principaux films américains des années 80 sur le hip-hop a débarqué en France et ça a été là aussi une explosion. Et donc effectivement le hip-hop a évolué aussi avec son temps, donc plus aussi une culture de chez soi, les home studios en rap. Aujourd'hui on peut construire sa culture de chez soi en prenant des éléments de la culture extérieure. Avant il fallait aller dans les terrains vagues, se déplacer dans les lieux dédiés, etc. Donc effectivement mais il y a aussi une acculturation dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui effectivement la musique principale qui est écoutée par les jeunes c'est le rap, et qui n'ont plus rien à voir, effectivement, cette écoute-là avec le proto-mouvement dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire des formes de résistance, etc. Ça devient aussi une chanson de variété au sens classique du terme. Et ce qui ne veut pas dire qu'il y a aussi toujours des rappeurs, et je continue à les rencontrer et travailler avec eux, des rappeurs qui font vraiment un travail de conscientisation, qui font des ateliers là aussi, et pour qui justement ce lien entre le proto et le méta-mouvement est fondamental. Et cette capacité à se réapproprier le vocabulaire et sa propre grammaire culturelle est fondamentale comme culture de résistance. Mais il faut bien le dire qu'ils ne sont pas exactement majoritaires aujourd'hui. C'est aujourd'hui une culture aussi commerciale. Ce qui ne veut pas dire la fin du hip-hop. Ce qui se passe au niveau de la danse est la preuve que c'est encore une culture vivante, sinon il n'y a pas cette réaction. Et donc il y a eu, je crois, je ne sais plus, 17 ou 20 000 là, déjà de gens qui ont signé la pétition. C'est comme on la veut morte, mais enfin le cadavre bouge encore. Il va peut-être d'ailleurs réagir autrement. Est-ce qu'il y a
Je vois qu'il y a déjà eu des interventions. Et pour aller donc dans le sens de ce que vous dites, j'ai l'avantage d'avoir lu votre livre, donc, que je recommande d'ailleurs. Bon, vous insistez sur le fait que la culture hip-hop a effectivement permis de canaliser aussi une colère, une révolte un peu brutale, etc., pour effectivement, qui pour leurs aspects destructeurs et négatifs, pour effectivement permettre de lui donner une dimension positive. Cette dimension positive qui était vers une création. Bon, est-ce que c'est ça que vous appelez effectivement cet imaginaire qui a été qu'on a tenté de créer, notamment par la nation Zoulou, etc. Oui, c'est sa fonction primordiale pour moi, la culture. Mais c'est pas simplement positif. Parce il y avait donc un message. Voilà. C'est pas simplement on est tous frères et tous métis, etc. C'est aussi, je le disais, la créolité, c'est une culture positive, créative, mais née dans un rapport de domination. Et je pense qu'on peut comprendre aussi les formes culturelles populaires aussi liées à ça. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est une forme d'émancipation et donc aussi de rapport, à un moment donné, avec des cultures qui ont du mal à effectivement accepter ça, quoi. Donc, et moi, j'ai quand même travaillé pour des avocats qui, encore aujourd'hui, le rap est toujours mis en procès, quoi. Et je disais, non, le rap, effectivement, ça va parler sale, mais c'est pas parce qu'ils ne savent pas parler français. C'est l'origine du verlan des cultures populaires. Hein. C'est une culture codifiée pour échapper justement à la culture dominante et la renverser. C'est une forme de renversement de la langue et de pouvoir. Bon, je renvoie à Frantz Fanon, enfin voilà, encore une fois, un écrivain antillais qui a beaucoup inspiré les luttes de libération coloniale, en disant, voilà, on devient, comment dire, aliéné quand on pense avec les mots du dominant, et on pense, en utilisant les mots dominants, accéder au pouvoir. C'est là, en fait, qu'on est ferré. D'ailleurs, je m'étais battu, j'avais un peu contesté justement le passage des années 90, quand les institutions ont commencé à récupérer, on appelait ça les cultures urbaines. Vous verrez d'ailleurs pour la fête de la musique, ils appellent ça pas le rap, ils appellent ça chanson urbaine. On appelle ça sport urbain. Parce que l'institution a besoin pour maîtriser de trouver ses propres mots. Et si tu te laisses nommer par ces mots-là, c'est foutu. Voilà. Alors, après, il y a des jeux. Je leur dis, ok, rentrez dans ces mots-là si vous voulez avoir des subventions, mais vous étonnez pas après que vous perdez votre liberté. C'est un choix, vous voyez. Et donc, moi j'avais assisté les premiers festivals à la Villette, c'était en 95. Au départ, c'était vraiment le foutoir, c'était intéressant, c'était vraiment populaire. Et très vite, c'est devenu un festival avec une programmation classique, avec des gens qui allaient repérer dans les quartiers les danseurs, etc. Avec une logique très verticale, etc. Quand je m'étais entretenu avec le directeur de ce festival, qui après il a tenu aussi un grand lieu culturel à Paris, il m'avait traité d'intégriste du hip-hop, parce que je disais, appelez ça culture hip-hop, appelez pas ça culture urbaine, c'est la culture hip-hop. Ah non, t'es un intégriste du hip-hop. Non, c'est la réalité, et c'était respecté dans un espace qui était d'ailleurs intéressant, les Halles de la Villette, justement, toute la richesse de ce mouvement-là, quoi. Et pas essayer de le codifier de l'extérieur. Donc après, d'ailleurs je me suis un peu éloigné dans les années 90, je dois le dire, quand justement c'est devenu industriel, institutionnel, parce que d'ailleurs, il y a eu un paradoxe par rapport à mon bouquin, parce que le bouquin, pour moi, c'était un lieu justement de mise en visibilité de ces cultures. Mais ce que je n'avais pas tout percé, c'est qu'en mettant en visibilité, je donnais aussi des armes à l'institution et aux acteurs pour entrer effectivement dans cette logique de reconnaissance institutionnelle. Donc j'ai participé aussi, à mon corps défendant, à cette forme aussi d'institutionnalisation du hip-hop, parce qu'il n'y avait quasiment rien d'écrit à l'époque. Voilà. Et d'ailleurs, à un moment donné, j'ai même arrêté d'intervenir et d'écrire, parce que je me suis dit, quel est le sens de mon travail, quoi. Voilà, c'est toute l'ambiguïté, aussi du chercheur d'ailleurs. Est-ce qu'il alimente le pouvoir ou il est dans le contre-pouvoir, hein. C'est pareil, hein, voilà, on aime bien nous inviter dans les colloques. Moi, souvent, je suis invité dans les colloques, je dis, mais où sont les acteurs hip-hop, par exemple.
moi je veux bien parler du hip-hop, mais c'est pas ma parole finalement qui est la plus importante, quoi. C'est les enjeux aujourd'hui, quoi. Voilà, bon, après je peux, avec ma modeste autorité ou travail, participer à la légitimation de cette parole, donc servir de médiateur, mais c'est les acteurs qui ont le savoir et qui doivent produire ce savoir et communiquer ce savoir. Tout à l'heure, vous disiez que en fait, la culture hip-hop, c'était pas vraiment approprier des lieux. Quand on prend l'exemple de la danse, on a quand même Mourad Merzouki, Kader Atou qui ont été à la tête des CND, et puis là le collectif Fer qui est à la tête de celui de Rennes. Alors comment est-ce qu'on se positionne par rapport à ça? Oui, mais il y a aussi une salle à Lille, je ne sais pas si elle existe toujours. Si, ça existe toujours. Donc je connais, je ne sais pas s'il est toujours là, le directeur qui est un ancien administrateur de la compagnie. Le Flow à Lille, je crois. Ouais, qui est un ancien administrateur de la compagnie aussi, où je travaillais dans le bassin minier de Lens. Dans la rue un territoire qui n'avait pas de lieu culturel, c'était dans les années 90, je pense. Avant qu'il existe des lieux hip-hop, justement. C'était intéressant pour ça, justement. Oui, mais alors ça, c'est un peu les exceptions qui confirment la règle. Hein. Bon, on citera, et d'ailleurs, ces chorégraphes sont aussi un peu critiqués, hein, bon, des fois. Bon, parce que, encore une fois, l'institution a besoin de lieux, de représentants. Mais est-ce qu'ils sont les représentants de la culture hip-hop et de la danse hip-hop? Bon, ils sont représentants de leur travail, ça, et qui font un travail intéressant, mais voilà. Donc c'est pour ça que moi, je travaille beaucoup cette notion de tiers-espace. C'est-à-dire de partir de cette liaison-là entre les différents états du mouvement, entre la rue, l'atelier, la scène, mais de ne pas se fixer sur un lieu. J'ai travaillé par exemple aussi avec une compagnie dans la région de Niort, ils appelaient ça Milk Hip Hop, et ils travaillaient dans les fermes. Transformer les fermes en lieux culturels, c'est intéressant ça aussi. On est toujours cette opposition ville-campagne, comme si, urbain, campagne, etc. Et donc ils avaient transformé, ils avaient customisé des tracteurs, ils avaient transformé des chèvreries en lieu de rap, etc. Et donc c'est intéressant d'être dans ce hors-lieu-là. Les lieux de la culture deviennent des lieux de pouvoir et encore une fois codifiés, etc. Qui ne franchissent pas en tout cas toutes les catégories de population. Sinon on serait depuis 50 ans que la démocratisation culturelle fonctionne. Elle ne fonctionne pas. Justement, d'une part, il y a l'institution qui veut, entre guillemets, pouvoir nommer les choses, le catégoriser, l'institutionnaliser, lui fournir des lieux pour pouvoir avoir un certain contrôle sur ça. Et donc, pour avoir les mots, pour aborder quelque chose qui est un phénomène assez, comment dirais-je, incontrôlable dans ce qu'il est et dans sa liberté. Et à l'inverse, est-ce que les acteurs du hip-hop, pour rester libres et rester créatifs, est-ce qu'ils sont prêts majoritairement à entrer dans ce cadre-là, ou ils préfèrent continuer d'inventer des lieux, des formes Je pense qu'encore une fois, il y a une diversité, c'est ça qui est intéressant. Il y en a par exemple qui font que du battle, parce que c'est leur forme d'expression. Comme je disais, il y a des danseurs de rue, même si c'est une catégorie qui est quasiment disparue aujourd'hui, qui est l'origine, qui continue, non pas parce qu'ils ne peuvent pas danser ailleurs, mais parce que pour eux, la rue est vraiment un lieu de travail, d'expression, comme l'est l'art de la rue, etc. Puis il y a des gens qui effectivement ne travaillent que sur des scènes. Voilà. Ouais, c'est comme le graffiti, il y en a qui travaillent sur l'atelier, il y en a qui exposent en galerie, il y en a qui payent, tout en continuant à bombant de manière illégale dans la rue. L'un n'empêche pas l'autre. Et c'est ça qui est intéressant pour moi, en tout cas, c'est cet aller-retour. Le problème, c'est quand ça commence à se cloisonner, et qu'on ne s'enrichit pas effectivement de cette diversité-là. Ce qui, pour moi, fait que ça reste justement... Après, c'est la négociation, mais qu'on peut rester, pour une part, un peu indépendant. Pour une part, on négocie effectivement avec l'institution. Parce que quand on sort un peu du cadre, on sort aussi du cadre marchand. Parce que derrière avoir un lieu, avoir un cadre, etc., il y a aussi simplement la professionnalisation. Tandis que quand on est dans un espace ouvert comme ça, il n'y a pas forcément d'enjeu financier au départ. Tout à fait, oui. Après, je pense que les premiers acteurs n'avaient aucune idée de devenir professionnels au départ, dans les années 80. Ils étaient dans cette forme adolescence. Et moi, je revendique justement ce nom, pour moi, qui est aussi le propre d'une forme culturelle, vivante, c'est inachèvement. L'adulte, c'est quelqu'un d'achevé, en tout cas, on lui fait croire que c'est quelqu'un d'achevé. Pour moi, quelqu'un d'achevé, c'est quelqu'un un peu mort. Donc, la culture vivante, c'est toujours quelque chose d'inachevé.
Et tout pousse à vous fixer, à fixer le mouvement, à fixer votre mobilité. Un nomadie, c'était le mode de vie de l'humanité il n'y a pas si longtemps. Aujourd'hui, les nomades, c'est les gens qui sont pourchassés, quoi. Les migrants, les Roms, etc., quoi. Tout ce qui est inachevé, pas totalement construit, est perçu parce que la forme technicienne, qui était la forme née de l'industrie aujourd'hui prédominante, et celle-ci a besoin, pour exploiter, effectivement, de cet achèvement, de dire, soyez heureux, accédez à votre pavillon, à votre frigidaire, à votre voiture, c'est ça la vie, quoi. Parce que vous consommez, quoi. Bon. Donc, voilà. Donc, Georges Lapassade avait beaucoup travaillé sur cet état modifié de la conscience, cet état d'adolescence, qui était intéressant de dire, pour moi, la culture hip-hop est une culture, justement, du bricolage et adolescent, dans ce sens-là du terme. C'est vrai que dans les années 80, ils n'étaient pas du tout dans cette idée de se fixer, de devenir professionnel, etc. Et c'est ça qui était intéressant. Il y a un point, moi, je trouve intéressant pour rebondir là-dessus, c'est que, en fait, dans la culture hip-hop, initialement, on ne s'appelait pas, enfin, les gens de cette époque-là, moi j'étais trop petit à cette époque-là, mais ne s'appelait pas danseur hip-hop, c'était le mouvement. Est-ce que tu fais partie du mouvement? Donc ça montre très bien aussi cette logique de dynamique, de toujours vouloir continuer à avancer, etc. Il y a même un magnifique livre de photos qui s'appelle comme ça, Le Mouvement, enfin, que j'avais fait à l'époque, et qui est super. Après, je ne dis pas, attention, qu'il ne faut pas créer l'économie. Bon, il faut créer des formes, mais peut-être une économie contributive, c'est-à-dire une économie collective, pas basée sur la concurrence, pas basée sur le darwinisme social, c'est-à-dire que je suis le meilleur, c'est le plus fort qui l'emporte. C'est ça quand même le modèle dominant, hein, même à l'école. Donc donc voilà, une culture coopérative, une économie populaire. J'ai travaillé dans une autre économie qui, je dirais, là aussi n'a rien à voir avec le hip-hop, pourtant, qui est les récupérateurs vendeurs de rue. C'est des gens qui récupèrent dans les poubelles et qui revendent dans l'espace public. Voilà, c'est une économie proto-capitaliste, c'est-à-dire qu'elle n'est pas industrielle, elle n'accumule pas du capital, elle n'exploite pas les autres, et pourtant elle est fondamentale, parce qu'elle permet d'une part de recycler les déchets, de donner une seconde vie aux objets, elle permet de toucher des gens qui n'ont pas les moyens d'acheter autrement ces objets-là, et crée aussi une économie de développement du territoire. Il n'y a pas si longtemps, il y avait des économies de proximité, des clusters populaires, c'est-à-dire des gens qui faisaient des métiers qui aidaient les gens, voilà. Des réparateurs. Alors, nouveau, là, une écologie politique. Là, je pense qu'il pourrait y avoir des liens aussi transversaux, par exemple, avec ces formes d'émergence-là, une écologie politique. C'est comment relier à une forme d'économie de proximité, une économie populaire, ces tiers espaces, ces formes de déprise. Voilà. Je pense que là, il y a une pensée politique, et c'est ça, à mon avis, peut-être le plus... Comment dire, le problème politique le plus important, c'est qu'il aurait fallu qu'il y ait des cadres hip-hop à l'Assemblée nationale. Il y a des gens qui ont 50 ans aujourd'hui, issus de cette première génération, qui sont tout à fait, je veux dire, à même d'être des cadres. Voilà. Et donc de former et d'être aussi... Ce qu'on demande aux politiques, c'est pas d'être un technicien, c'est d'avoir une vision de la société, de développer un imaginaire. On ne demande pas de... Après, il y a des techniciens qui mettent en œuvre cette vision-là. Et c'est ça qui manque. Comme il y avait l'Antiquité qui a créé un nouvel imaginaire, il nous manque une société désirable. Voilà. En dehors de cette forme-là, qui arrive d'ailleurs à sa finalité. Le capitalisme est en train de s'autodétruire, mais il va détruire en même temps tout le monde. Voilà, et donc comment effectivement la culture peut être effectivement au sens premier du terme, cette forme-là d'alternative, d'un nouvel imaginaire. Donc vous voyez, c'est pas simplement la positivité, c'est vraiment créer un nouvel imaginaire, une autre société, de comment faire société ensemble aujourd'hui. Et je pense que le hip-hop, c'est pour ça que moi, il m'a pris, c'est pas moi qui ai décidé d'étudier le hip-hop, c'est que pour moi, c'était effectivement, c'était ça qui était important dans les années 80, quoi. C'était créer ce nouvel imaginaire, cette société-là, qui a mérité justement de trouver sa forme politique, quoi. C'était ça qui était pour moi l'enjeu, et qui est toujours pour moi l'enjeu d'ailleurs. Et je pense qu'il y a des réémergences. Après, il faut voir, effectivement, il y a une nouvelle génération aussi de jeunes militants politiques, il y a une nouvelle génération hip-hop. Donc voilà, il y a de nouveaux espaces qui sont appropriés, justement. Là, il y a peut-être effectivement des tiers-lieux culturels à créer, peut-être. Voilà, des tiers-lieux éducatifs, voilà, parce que l'éducation populaire elle-même, c'est aussi un peu laisser enfermer dans les lieux, quoi. Enfin bon, donc réinventer aussi des lieux qui soient transversaux au territoire, qui soient transdisciplinaires, qui
ce soit des lieux d'accueil inconditionnels qui offrent le croisement d'universités. Ça, ce serait intéressant justement à provoquer. Là, je vous renvoie justement aux formes de croisement avec les acteurs culturels de votre région et aussi aux formes d'orientation des politiques publiques. Je pense qu'il y a vraiment des choses intéressantes à développer à ce niveau-là. En tout cas, qui émergent, parce que bon, si effectivement, même s'il y a aussi une instrumentalisation des tiers-lieux, dans un sens assez néolibéral, le fait que ces formes-là émergent n'est pas non plus assez symptomatique, je pense, de la recherche d'alternatives. On arrive bien à la fin d'un modèle et on cherche une nouvelle forme de développement, aussi bien social, culturel qu'économique. Je vais en aller parce que je dois partir. Merci beaucoup pour votre intervention, c'était très riche. Merci. Clos à ma place. Voilà. Non, moi j'aurais. Vous avez fait allusion tout à l'heure justement à l'histoire du Montpellier. Tu peux parler plus fort s'il te plaît? Je crois qu'on est là sur le syndicalisme. Le problème, c'est que les centralités populaires n'existent plus non plus. Enfin, ce qu'on appelait les maisons du peuple, les bourses du travail, qui étaient des lieux justement où le monde ouvrier pouvait se penser en dehors du rapport dominé au travail. Ces lieux, donc il y a, à mon avis, il y a de nouvelles centralités qui se créent, peut-être sans nous justement, et peut-être il faut les voir. Ils sont en train de se créer, oui, je pense, oui, mais qui échappent à nos modèles. Donc, il faut peut-être les voir et les valoriser, etc. Bien. Peut-être une particularité. Encore une question? Oui, non, c'est une observation. Il y a une particularité quand même dans ce mouvement qui implique le corps dès le départ. C'est qu'au-delà d'une idéologie, d'une conscience forte et collective, affirmée, remembrée sur des écrits, sur des, etc. Il y a quelque chose qui est du vécu collectif, qui s'invente au fil de l'eau. C'est ça c'est d'ailleurs cette espèce de chaos qu'il produit, et c'est quelque chose qui est novateur et qui n'existait pas dans d'autres mouvements culturels avant, et c'est peut-être pour ça que le pouvoir se sent menacé par rapport à ça. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est le sens même du mouvement, c'est-à-dire qu'il se crée, il crée l'espace en même temps qu'il avance, quoi, voilà. Donc c'est ça qui est intéressant, quoi. On ne peut pas avoir de mouvement sans espace, et d'espace en mouvement. Voilà. Donc la question, c'est comment on occupe cet espace. Qu'est-ce qu'on crée dans cet espace? Je crois qu'on va conclure là-dessus. Oui, d'abord, bien sûr, nous remercions tous ici Hugues Bazin pour son... Je vais donner le micro parce qu'on n'entend pas. On n'entend pas. Non, je disais simplement que je remercie bien sûr Hugues Bazin, et que j'ai remarqué que les réactions prouvent que le propos a effectivement intéressé la plupart, pas tous d'ailleurs, vous tous. Voilà. Je rappelle aussi que donc nous allons prolonger à peu près la même chose, c'est que c'est le 29, je ne me trompe pas, le 29 mars, nous allons projeter un documentaire dans cette salle. Le documentaire, alors le titre exact, rappelle-moi, Je danserai malgré tout, qu'il a avec une illustration, mais là une véritable illustration, effectivement, comment la culture de hip-hop peut être une culture de résistance, puisque Blandine a filmé un groupe de hip-hop à Tunis en 2011. Vous savez ce qui se passait quand même en 2011, ce groupe qui effectivement se produit et là manifeste le corps aussi dans une culture bien sûr où le corps est beaucoup plus contrôlé que chez nous, bien, et vous verrez qu'on apprend beaucoup de choses. Une parfaite illustration. C'est dommage que vous ne puissiez pas être présent, mais vous avez eu, je vous ai envoyé le lien sur le... voilà, donc je vous invite à venir le 29, bien, ici même, pour voir le documentaire. Et je rappelle que nous avons plusieurs exemplaires du livre de Hugues Bazin en vente ici. Ceux qui souhaitent l'acheter le peuvent. Je rappelle, ce livre est très intéressant, c'est même moi ce qui m'a donné l'envie d'inviter Hugues Bazin. Oui, vous citiez mon site internet, donc oui. Vous pouvez me trouver parce que bon, il y a
bouquin, enfin, j'ai écrit des tas d'articles depuis, vous imaginez, depuis 30 ans. Donc vous pouvez tous les télécharger aussi sur le site. Donc c'est, vous tapez, sur Google, vous tapez Hugues Bazin, vous trouvez, mais sinon c'est rechercheaction.fr/Hugues Bazin. Nous pourrons mettre éventuellement sur le site le lien, comme ça ceux qui souhaitent effectivement accéder. Moi j'y vais, effectivement, il y a beaucoup d'articles intéressants, notamment sur cette notion de culture populaire, de toute l'analyse aussi des corps intermédiaires, de l'espace, donc du tiers-espace, tout cela. On apprend beaucoup de choses, c'est passionnant. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée. Et puis n'oubliez pas qu'il y a aussi les spectacles de la maison du théâtre, la maison du théâtre. D'ailleurs, tu vas en dire un mot peut-être? Deux mots. Alors, 2 mots. Voilà, Nulle part est un endroit que je vous invite à venir voir. Nous sommes là sur du crump, donc, qui est également un mouvement qui est issu donc, de tout ce qui a été... excusez-moi, je suis très fatiguée en fait là. Des mouvements en fait de Los Angeles, de ce qui est sorti en fait. On est à la limite du hip-hop, mais plus donc le crump, vous devez connaître. Voilà, donc Nulle part est un endroit, c'est en avril, le 3, 6, voilà, à peu près, comme ça de mémoire. Et puis Un endroit partout, qui est une création en fait, à voir absolument. Voilà. Peut-être les bienvenus. Oui. C'est obligatoire. Voilà. Voilà. Bien. Merci Véronique. Merci à vous. Et merci de l'accueil aussi. Voilà.